Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce bouclage en direct, qui est une expérience, une première mondiale, dit-on, donc pardonnez-nous peut-être les quelques imperfections. Les lecteurs du Monde et du Monde.fr ont l'habitude de trouver sous les yeux tous les jours un produit fini. Mais derrière ce produit-là, il y a beaucoup de réflexions, d'enquêtes, parfois de reportages, de coups de téléphone, de discussions, d'écriture, de vérification, de réécriture et de correction. Et d'habitude, tout ça se passe dans une sorte de boîte noire. Il y a l'actualité d'un côté et le résultat publié de l'autre. Et entre les deux, un certain mystère. Notre projet Monde Académie, avec ses deux partenaires, EDF et Google, a pour ambition d'ouvrir les pages du journal et du site à de jeunes plumes. Ils sont 68 cette année, ils ont entre 18 et 25 ans. Ils habitent en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Japon ou au Bénin. Et ils ont fait leur premier pas avec nous. Lors du dernier week-end de formation, fin mars, nous avons eu envie de faire travailler un petit groupe d'académiciens sur un thème qui les préoccupe tous. Quel thème? Rester ou partir? Ça s'est rapidement imposé, parce que parmi les présents, 39 ont dit souhaiter partir de France, dont 20 pour essayer de s'installer durablement à l'étranger, et 4 pour ne jamais revenir. 10 autres envisagent un départ, et qui veut rester en France à tout prix? Eh bien seulement 2. Et nous on s'est dit que cette envie de départ racontait quelque chose de la crise dans laquelle se débat notre pays. En plus d'ouvrir les pages, nous allons cette fois aussi ouvrir la fameuse boîte noire de l'édition. Déjà, nous avons mis en ligne les extraits de la conférence de rédaction du 10 avril, lors de laquelle nous avons défini les sujets que nous allons commencer à publier dans quelques instants. Au Monde, nous tenons 3 conférences de rédaction par jour. Aujourd'hui, nous ouvrons dans cette vidéo en direct l'étape de l'édition, c'est-à-dire le moment où les éditeurs, les secrétaires de rédaction du Monde, apprêtent la copie et lui donnent sa forme finale juste avant la publication. Au Monde, une quarantaine d'éditeurs font ce travail tous les jours dans les différents services, international, France, économie et culture, mais aussi au central, où les pages sont revues une dernière fois avant leur envoi à l'imprimerie. Aujourd'hui, 8 académiciens seront en lien vidéo grâce à la technologie Hangout. D'autres ont envoyé leurs articles à l'avance, qui seront aussi évoqués ici avant d'être publiés un peu plus tard. On commence par un article d'Olivier Baron sur une styliste qui vient de quitter Paris pour s'installer à Berlin. Et je passe la parole à Florence Autain, qui va s'en occuper. Ça va parler. Bon. Eh ben, Olivia, est-ce que tu es dans le coin? Bon, je t'entends pas, c'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez là? Allez, Olivia, on t'entend, merveilleux. Miracle de la technique. Bonjour. Eh ben, écoute, bonjour à toi. Alors, d'abord, je n'ai que des gentillesses à dire de ton interview, parce que c'est une interview. Je l'ai trouvé formidable, tu vois. Alors là, la correction va aller assez vite, parce qu'il y a pour moi très peu de choses à changer. Bon, merveilleux. Oui, merveilleux, c'est ça. Et je vais te dire, inespéré, hein, ne le prends pas pour... je suis flattée. Ça vaut pour un papier, en général, ça ne vaut pas pour 2, et je te parle en connaissance de cause. Donc voilà, donc, en fait, tu as interviewé une jeune styliste qui est partie de Paris à Berlin. Exactement. Et donc, voilà. Donc nous, c'est le premier papier qu'on a choisi d'éditer parce qu'il nous semblait bien résumer un petit peu la problématique de la situation, qui était de dire, voilà, pendant très longtemps, on a vu la génération pour aller vite, des 18-30 ans, comme des gens qui partaient pour étudier. On a parlé de la génération Erasmus, l'auberge espagnole, il y avait ce film qui a un peu symbolisé tout ça. Et aujourd'hui, on part davantage pour travailler. Et c'est ce que raconte cette jeune styliste. Donc elle n'est pas partie pour étudier, elle est partie pour travailler. Et ce qu'elle met en avant, c'est de dire, voilà, oh, je suis partie parce qu'en France, les choses n'étaient pas faciles, ça manquait d'envie. Alors raconte-nous un peu, comment tu as rencontré cette fille? Alors moi je ne la connais pas, mais en fait j'avais entendu parler d'elle parce que ma petite sœur était déjà allée elle faisait des ventes privées à Paris en fait sur une péniche, et donc j'avais déjà vu ses créations. Et en fait, j'ai repensé à elle parce que j'ai su qu'au début de l'année, elle était partie s'installer à Berlin. Mais moi, j'imaginais que c'était vraiment pour des raisons économiques, en fait. Ouais. Quand je l'ai appelée, je me suis dit, ça peut être intéressant parce que peut-être que c'est une jeune artiste qui est partie travailler à Berlin parce qu'à Berlin, les espaces sont moins chers. Ah ouais, toi, tu voyais la marge et pas le luxe. Moi, je me disais, c'est une raison économique, quoi. Berlin, ouais. Les loyers. Alors, quand tu lui poses la question, elle t'envoie balader, hein. Alors qu'en fait, tu lui dis raison économique, pas du tout. Ouais. Et c'est justement ça qui était intéressant et qui m'a surpris, en fait, dans cet entretien, c'est qu'en fait, elle, c'était vraiment, en France, elle a été comme déçue par
par le manque d'enthousiasme, par la peur que suscitait en fait son désir d'entreprendre, de créer une entreprise. Et elle m'a même parlé en fait de ses amis. C'était surtout les plus jeunes qui avaient peur de ça en fait. Donc d'une jeunesse complètement terrorifiée à l'idée de créer une entreprise. D'accord. Et écoute, alors l'autre chose que je me demandais, c'est pourquoi un certain nombre d'entre vous ont en fait traité sous forme de portrait les gens qui sont partis. Pourquoi tu as choisi l'interview, toi? Alors en fait, moi je l'ai interviewé par Skype et je trouvais ça assez vivant de garder la forme de l'interview telle qu'elle, assez brute, parce qu'en fait c'était très vivant comme rencontre, comme échange. Et je me suis dit, comme je suis pas allée la voir à Berlin, que j'ai pas vu son atelier à Berlin, je trouvais la forme de l'entretien beaucoup plus juste par rapport à l'échange qu'on avait eu en fait. Bah, t'as bien raison. Voilà. Écoute, vraiment, bravo. Hein, donc, on voulait, tu sais, commencer en ligne à changer des choses dans les papiers. Et alors, ton interview, ne marche pas du tout dans cette forme-là, parce que pour moi, il n'y a rien à changer. Elle est très bien telle qu'elle. Et alors, c'est vrai qu'elle est spectaculaire de la marge de progression qu'un certain nombre d'entre vous avez eu au cours de l'année. C'est-à-dire que vous êtes arrivés pas forcément outillés. Et en fait, là, c'est une interview qui est vraiment... Voilà, qui va passer en ligne telle que tu nous l'as envoyée. Bah, je suis ravie. Et c'est vrai que c'est aussi grâce à ce projet que moi, en fait, j'avais une certaine curiosité qui a pu être mise en forme. C'est-à-dire, maintenant, j'ai fait énormément d'interviews cette année, quoi, en fait. Ouais. Tu vas la mettre sur ton blog, en fait, cette interview je sais pas si, comme il faut. C'était bêtement interrogatif, mais en fait, c'est un ordre. Tu n'as pas perçu. D'ailleurs, plus Marcel la prochaine fois. Et alors, une dernière chose. Tout de suite. Un certain nombre d'entre vous ont choisi de traiter des gens qui partent, donc qui quittent la France, pour des pays européens. Tu vois, alors, on va à Vienne grâce à vous, on va en Belgique, on y viendra avec Emma Paoli qui est en ligne aussi. Beaucoup à Londres, on verra avec Sabrina. Et c'est assez intéressant parce que ta jeune styliste nous dit « j'ai pas eu l'impression de changer de pays, mais d'avoir changé de quartier ». On a l'impression que les frontières sont très poreuses. Pour elle, déjà c'est quelqu'un qui est franco-allemand, donc elle est de nationalité franco-allemande. Et puis pour elle, elle me disait c'est comme si j'habitais dans le 21e arrondissement de Paris. Pour elle, Paris-Berlin, c'est à 1h30 en avion. C'est comme si elle était en banlieue parisienne. Pour elle, il n'y a vraiment pas de frontières. Ouais. Elle se sent profondément européenne et ça se sent dans ses créations, dans son envie d'être à la fois dans les deux capitales. Bon, maintenant, tu vas le dire sans mentir. Combien de temps t'as mis pour le faire? Pour le faire, à l'interview, j'ai mis, je pense, 1h30. Bon, tu nous diras ça en antenne, hein. le vrai chiffre. Bon, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, Olivia, c'était super, franchement. Merci à vous. Hein, donc, c'est avec quelqu'un d'autre qu'on va essayer la technique. Donc tu prends l'article tel qu'il est dans le doc en ligne et tu le publies sur ton blog avec la photo. Tout de suite. Et ensuite, ton blog sera remonté sur le site du Monde. D'accord, très bien. Tout de suite, dit Martine. Alors, je fais ça. D'accord. Salut Olivia, à la prochaine. Allez, merci à vous, à la prochaine. Bye. Alors je passe la parole à François Bougon. Et l'ordinateur. Et l'ordinateur aussi, voilà. Enfin, peut-être il va réussir à corriger quelque chose. Ah ouais, je pense. Tu veux la souris? La souris, ouais, tiens, donne-moi. Donne-la-moi, pardon. Changer l'onglet. Ouais, alors attends, il est. C'est là, non? Voilà. Ah oui, voilà. Alors, Pierre Coffin. Il est là. T'es là, Pierre? Pierre Coffin, il est en Thaïlande. Alors, je sais pas s'il est là ce soir. Si, il est là, regarde, en bas à droite. Ah oui, il est là, je l'aperçois. Ah, salut. Ok, petit problème technique au niveau du micro, mais je suis là. Bon, tu vas bien? Voilà. Très bien, et vous? Ouais. Bronzé, regarde comme il est bronzé. Ça a pas l'air d'aller. Non, ça va pas très bien, il fait vraiment trop chaud ici. Ah oui. Les conseils. T'as mis du fond de teint comme Martine et Florence? Beaucoup moins. Alors, quelle température il fait à Bangkok? Pardon? Quelle température il fait, te demande Martine, qui s'intéresse toujours. Là, je pense qu'à l'heure qu'il est, il est
il est 23h20 pour moi. Je crois qu'il doit faire encore 25 degrés, facile. Oui, tu Il y vois, a c'est pas ça. d'air. Quand même, tu vois, moi, Mais- ça met de l'ambiance, tu vois, pour... Voilà, un rythme au départ et pas à rester. Alors, on commence. Je sur, crois fortement en l'idée de partir. C'est D'accord. pour ça que j'ai présenté l'idée. Très bien. Ah oui, c'est vrai qu'il faut rendre à Pierre ce qui est à Pierre. C'est lui qui a eu l'idée de Absolument, c'est le parrain C'est de... le parrain des parrains. Le parrain des parrains. Le père même de parrain. Le père du jeu. Écoute, je trouvais qu'on va rentrer dans le Vif sérieux. du sujet. Globalement, j'ai trouvé l'article très intéressant, en tout cas sur l'histoire de ce Geoffrey, c'est ça? C'est ça. J'aurais plus alors, d'une part, des interrogations, en fait, sur... je trouve qu'il y a des choses qui manquent. C'est-à-dire que, D'accord. ne serait-ce que, puisque tu parles de quelqu'un, un peu de description. Tu vois, on n'arrive pas à voir comment il est. Je sais pas, est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est maigre. Description physique, quoi. Ouais, un petit peu, ouais. Je trouve que ça manque dans le papier. D'accord. Par ailleurs, sur son histoire précédente, c'est-à-dire que là, ce que je trouve intéressant, c'est tu le décris dans sa situation actuelle, mais on se demande un peu pourquoi il est parti. Alors, tu expliques un peu qu'il avait un bac S, etc., mais j'ai pas trouvé, alors peut-être que je suis peut-être, j'ai pas fait assez attention, mais j'ai pas trouvé la raison exacte pourquoi tout d'un coup il décide de partir en Thaïlande, en fait. Alors en fait, je crois que je l'éparpille au long de l'article, donc je le reprends en direct. Voilà, en fait, il a constaté qu'avec son cursus un tant soit peu bancal, Ouais. pour être optimiste, il n'y avait rien à faire en France d'intéressant pour lui. Et surtout, il a constaté qu'il y avait surtout rien à faire en France. J'entends par là qu'il n'y a pas de travail. Et encore moins pour les jeunes qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Et c'est de là qu'il a... Il faudra peut-être mettre une phrase où tu l'explicites un peu plus. Parce qu'on Il faudrait la mettre directement maintenant, ouais. en fait. Je pense, ouais. Ça manque. Ouais. Après, voilà, donc la description, son histoire avec la Thaïlande. Et puis juste après, des questions de style, en fait. Il y a en fait, ça manque un peu. Je trouve que le début est bien quand tu le décris en train de combattre, mais peut-être il faudrait mettre tout de suite entre ça, quand on s'arrête, là, les gants sur les yeux, puis hop, après, on tombe dans un truc un peu mastoc avec la description de la ville et tout ça. Je pense que ça manque un peu de lien, en fait, pour l'histoire. C'est-à-dire que il faudrait peut-être expliquer tout de suite qu'il fait de la boxe thaï pour gagner de l'argent, en fait. Ou trouver une formule, tu vois, pour dire que c'est pas simplement, c'est pas un amusement, c'est son gagne-pain, en fait. Et après, on va sur l'histoire et on a son passé. Non, moi j'étais un peu aride, je trouve, de partir les gants sur les yeux. Et puis, oui, mais en Thaïlande, ville côtière située à 200 km au sud-est de Bangkok. Ça fait un peu, voilà. Il n'y a pas de lien, en fait. Ça manque de lien, ouais, voilà. D'accord. En fait, je peux pas dire qu'il gagne sa vie grâce à la boxe thaï, parce que tu le mets quand grâce même à la boxe thaï. Non, tu le mets quand même. Non. Si vous relisez bien l'article, je dis que les seules rentrées d'argent qui les tuent proviennent de la boxe thaï. Il gagne. Disons que je pense que quand on dit gagner sa vie, ça veut dire vivre de quelque chose, et que là, pour le coup, il n'en vit pas. C'est-à-dire que la manière dont tu décris, on a l'impression qu'il vit de ça, parce que les seuls revenus qu'il ait pu faire rentrer jusqu'à présent proviennent de ses combats. Donc on se demande de quoi il vit par ailleurs, quoi. Ah ouais, je l'avais. En fait, le truc c'est que j'avais écrit cet article une première fois et que suivant les conseils de Martine durant la conférence de rédaction en direct et de Mouna par ailleurs, j'avais complètement réécrit l'article. Donc, ça, je l'avais mis dans le premier article et donc j'ai peut-être pas reçu dans le deuxième. Juste une petite phrase, quoi. Ouais, voilà, ouais, juste une petite phrase. Mais ça, je l'avais mis dans le premier, c'est-à-dire que effectivement, il vivait sur ses économies et que les seules rentrées d'argent qui les tuent provenaient de la boxe thaï. Ok, sinon j'ai rien d'autre. J'ai mis en jaune un peu soit c'est des anglicismes, Martine elle va sauter au plafond. Oui, alors, tu vois, désolé Martine. Je ferai encore. Pardon? Opportunité, je sais pas. Ah voilà, alors mais ça c'est général, je sais pas si on m'entend là. C'est général. Les
les académiciens que nous avons utilisent le mot opportunité au lieu de occasion ou chance. Et donc là, on voit, ça sent l'anglicisme à fond. Alors toi, Pierre, tu as une circonstance atténuante, tu parles anglais sans doute, du matin jusqu'au soir, mais sache que c'est quand même souvent un anglicisme. Pas toujours, C'est vrai? mais oui. Mais opportunité dans la langue française a bien un sens qui veut dire ce que j'essaie d'exprimer dans le Ouais, papier. Hein. Enfin, Ouais. peut-être que c'est une mauvaise utilisation du mot, mais Non, je sais pas, j'ai plus ton expression et son contexte en mémoire, mais je dis d'une manière générale, c'est un mot qui revient souvent sous vos plumes en général, et 2 fois sur 3, il est employé dans le sens anglais, tu vois, voilà. c'est pas Martine, Donc, c'est parce que les jeunes ne cherchent que les opportunités. C'est parce que c'est le premier mot qu'on a à la bouche. Et ça ne te visait pas, mais si François dit que c'est un anglicisme. Non, mais moi, c'est un éditeur, Je peux le croire. du Monde qui m'a repris parce que je l'avais mis dans un article. Donc, tu vois, D'accord, pardon. parce que, voilà. Et sinon, juste le dernier truc avant de laisser mes camarades, c'est besogner dans le textile, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Ça fait un peu camionneur, quoi. Ah, c'est vrai, mais Non, il n'y a pas de mais. d'accord, ok. Bon, bah, merci. J'ai pas droit à ma petite touche de style personnel, je l'ai compris. Mais surtout, Pierre, il faut donc que tu fasses les modifications qui t'ont été proposées là maintenant. Il faut que tu les fasses très vite. Ouais, je vais les appliquer dès que Parce qu'on va mettre la l'article en conversation sera ligne finie. dans quelques minutes. Donc fais-le vite et D'accord? ne besogne pas sur les modifications qu'on t'a proposées. D'accord? Parce que normalement, ça se passe comme ça au Monde, c'est que les éditeurs ont le dernier mot. Donc c'est eux qui choisissent ce qui se passe et ils appellent pas forcément les auteurs des textes avant d'envoyer les pages à l'imprimerie. J'ai reçu le message subliminal, Serge. Je te remercie. Alors, donc c'est le tour de Sabrina. Sabrina qui devrait être à Boirour, qui devrait être à Londres, au moment où on se parle. Oui, Mais bonjour elle est en Martine. Ile-de-la Bonjour à tous. Bonjour. Et je suis à Paris. Ah, Je tu suis es rentrée à rentrée hier. Voilà, alors, je suis allée à Londres notamment pour la rencontre de Français de plus en plus nombreux et jeunes qui s'expatrient donc outre-Manche, voilà. Alors, tu vois, je vais corriger là sur ton texte. Par-delà la Manche, bon, ça fait un petit peu emprunté. Donc, j'écris à la place outre-Manche, ça te va, Sabrina? Très bien, ça me va. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les différents profils de Français, jeunes Français que tu as rencontrés et qui sont expatriés en 2 mots? Alors, nous donner le cadre. d'accord. Donc, j'ai passé quelques jours à Londres et j'ai rencontré pas mal de Français. Et globalement, il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient donc dans la finance, dans le commerce ou dans tout ce qui est digital, développement Internet. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils me disaient tous que finalement, à Londres, ils ont réussi à saisir des occasions qu'ils n'avaient pas eu à Paris. Enfin, généralement, ils avaient tous travaillé à Paris quelques mois ou quelques années après avoir étudié en province ou à Paris. Et en fait, ils me disaient tous qu'ils avaient réussi à avoir ils avaient réussi à monter rapidement dans les échelons à Londres, dans les différentes entreprises où ils étaient, alors qu'en France, ça aurait été beaucoup plus lent. Et d'autre part, ils m'ont tous dit que ce qui était plus valorisé à Londres, c'était finalement une sorte de méritocratie, dans le sens où, contrairement à la France, où on tient vraiment au diplôme. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient sans arrêt dans vos textes, à savoir que, puisque finalement, en creux, on remarque bien les rigidités qui vont plus du tout en France, et c'est là en est une, à savoir que en France, les diplômes font la loi, et font la pluie et le beau temps pour les embauches, alors que dans le monde anglo-saxon, en tout cas, d'après ce que vous nous décrivez tous très bien, tout se passe plutôt au mérite,
et à la façon de se vendre et de convaincre finalement l'interlocuteur. Alors, pendant que tu nous racontais ça, j'ai corrigé une ou deux choses. Tu as écrit tout en démarchant des offres d'emploi, je pense que tu voulais dire tout en répondant aux offres d'emploi. Ou en Hein, cherchant. on démarche des clients, mais on répond à des offres d'emploi. Hein. C'est ce que tu voulais dire, je Donc, crois. c'était Hein, plutôt tout en Sabrina. recherchant un emploi, en fait. Donc, Tout en répondant aux offres d'emploi, c'est ça? D'accord. Non, que tu voulais dire? Est-ce oui, que... parce que ce que je disais, c'était pour le cas de Maëva. oui, c'est tout au début, là, oui. Voilà, C'est la jeune femme d'origine sénégalaise. Tu vois Voilà, ce que je c'est veux ça. dire? Ouais. C'est ça. Elle, en fait, Alors, alors je sais elle, pas comment on monte ce texte-là. François, il va m'aider. Ah, merci. Tu vois, c'est digital. Non, j'ai pas vu. Plusieurs Tu doigts. vois, Mais avec moi, ça Ouais. marche jamais. Ah, pardon. Non. Ah, parce Deux que doigts, tu- deux doigts. Il faut que tu. Ah, là, ouais. Et après, Ah, alors, tu fais où juste. c'était, là? Tu effleures. Ah, j'ai fleur. Il faut être Bah, tu super. vois, je dois mal effleurer. Là, Là. t'as une C'est souris terrible, là. comme ça. Alors, Voilà. eh ben là, j'ai pas le. Ah, Et oui, vas-y, d'accord. dis-moi, je vais te le faire. Non, c'est trop Vas-y, dis-moi, moderne. tu vas aller tu vois. où? Alors, où est-ce que je vais aller? Alors, oui, je voulais poser une question à Sabrina. Tu disais que ses anciens collègues l'ont aidé à travailler, à retravailler son CV en lui faisant passer des entretiens d'embauche toutes les semaines. Tu veux Oui. dire à titre d'exercice? oui, à Ah titre voilà, d'exercice. d'accord. Alors, Oui. je rajoute à titre d'exercice, d'accord? Parce que finalement, elle avait donc Maëva, elle avait étudié un peu à Londres et ensuite, D'accord. ensuite elle a trouvé un petit CDD qui a été reconduit en un autre CDD, D'accord. etc. Et en fait, comme elle avait réussi à faire ses Voilà. preuves, qu'elle s'était fait remarquer par les différents employés de l'entreprise, tous ont décidé de l'aider à chercher un emploi D'accord. à la fin de son CDD. Très bien. Et alors, une autre chose aussi, comme on vous demande souvent d'être concis, alors, de temps en temps, vous avez tendance à bourrer les phrases avec 46 000 infos, non, j'exagère, avec trop d'infos, disons. Alors là, par exemple, tu vois, explique la jeune femme qui n'envisage pas de retour au pays natal. Tu vois, là, moi, ça, je couperais la phrase et j'arrêterais à explique la jeune femme. Et puis l'étiquette française est un bon sésame, mais il lui faut être dans un challenge quotidien pour ne pas décevoir, point. Et là, avant de passer à quelqu'un d'autre, je rajouterais, comment s'appelle-t-elle Maëva. Elle n'envisage, oui, mais après ça va faire une répétition avec Maëva. Elle n'envisage pas de retour au bercail ou, comment on peut dire, François, dans son pays natal. Oui, elle a bien insisté là-dessus en disant que même si la vie à Londres était Non, mais, plus chère, oui, etc., oui, mais je comprends bien, Sabrina. Mais là, on est en train de faire de l'édition un petit peu microscopique. Alors, pour montrer un petit peu aux internautes comment on procède. Donc, c'est ça que je voulais pointer là, à l'instant avec toi. Alors, qu'est-ce que j'ai vu autrement? Oui, alors tu parles de ce centre Charles Péguy qui est devenu un lieu de passage. Moi, je mettrais quasi obligé parce que je suppose que, et j'en suis même sûre, tous les jeunes ne passent pas par ce centre. Pour des jeunes qui sont prêts à tenter la vie à 2 heures d'Eurostar, je mettrais plutôt de vivre. Ah oui. Bon, qu'est-ce que t'en penses, François? À tenter de vivre à 2 heures d'Eurostar de Paris. Bon, ben voilà. Voilà. Alors, donc, ce centre facilite finalement l'intégration des jeunes gens français ou francophones. Hein, tu précises francophone, oui. Ouais, voilà. Qu'il y a aussi des Belges, des Suisses, et peut-être des Africains, des Québécois. Les aide à trouver un emploi, un logement. Et alors, tu utilises une expression facilite l'acclimatation au code professionnel anglo-saxon. Moi, je mettrais plutôt l'adaptation. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est plus. L'adaptation, voilà. Mais la crise se fait aussi. Voilà. Alors, tu expliques que, quand même, à Londres n'est plus l'Eldorado qu'il a été, parce que la crise se fait aussi ressentir, dit Marine Deneux, donc la directrice de ce centre qui facilite l'insertion et la recherche de travail aux jeunes Français.
elle dit nos employeurs, enfin, c'est-à-dire les employeurs avec lesquels elle démarche, hein, vers lesquels auxquels elle s'adresse, sont bien plus exigeants, ouais, ou beaucoup plus exigeants, ça va, c'est bien. Alors, dans le reste de l'article, il y a juste une chose que je n'ai pas du tout comprise. Tu parles donc de Arnaud Tanguy, hein, Oui. qui a eu une évolution de carrière fulgurante donc à Londres, et il dit en tout cas, il t'explique qu'il n'aurait pas pu du tout avoir la même en France, justement parce que la France s'arrête beaucoup plus au diplôme. Et alors tu dis qu'il avait démissionné d'une entreprise pour refonder le système scalable Oui, de, alors, d'une start-up qui s'appelle StreamHub. Alors là, si tu veux, c'est encore une autre constante, éviter le jargon, c'est-à-dire les termes dont tu sais pertinemment, parce que toi tu les connaissais pas, j'imagine, une semaine auparavant, éviter le jargon que le lecteur ou l'internaute ne pourra pas comprendre. Et là, tu as deux solutions, tu vas me dire laquelle tu préfères. Soit on est plus général, parce que ton article est déjà un petit peu long et conséquent, on trouve une autre formulation plus générale, soit on garde celle-là, et à ce moment-là, il faut que tu nous expliques ce que veut dire le système scalable de StreamHub. d'accord. Et là, tu risques de t'engouffrer dans 3 ou 4 phrases. Donc, du coup, en fait, je lui avais déjà posé la question. Je lui avais demandé une espèce de vulgarisation du terme et m'avait dit plutôt de parler qu'il avait dû refonder l'architecture du site. Voilà, bon ben voilà, eh ben, écoute, c'est ce qu'on va mettre, hein, refonder l'architecture, l'architecture du site de StreamHub, une start-up, etc. Et on continue comme ça. Hein, voilà. Tu vois bien toi-même que c'est ce vers quoi il faut tendre. Hein. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as employé, alors si toi-même tu lui avais posé la question, un terme de jargon est très compliqué à comprendre. Parce que je voulais voir avec vous s'il fallait que j'utilise une telle phrase ou s'il fallait que j'explicite d'accord. le terme. C'était un test pour nous, Tu vas alors. tester Voilà, c'est ça, Voilà. les académiciens nous testent. Alors, j'ai plus qu'une petite chose à te dire. Tu mets dans la bouche de Pierre, hein, qui est un ancien élève de l'école normale supérieure d'Ulm et qui a justement bifurqué de voie pour travailler dans la finance. Tu mets dans sa bouche, je crois, qui fait de l'argent. Bon, ben, là, on peut utiliser un terme plus correct, qui fait plus monde d'ailleurs. Lucratif, ça tirait. Oui, Voilà. très bien. Voilà, on va corriger ça. Et puis, ah oui, il y a aussi une petite faute d'orthographe, mais je sais que tu n'en fais pas beaucoup. Alors, ça t'est échappé. On considérait que je n'avais AIT. Alors, tu nous mettras, tu nous remettras un S. Voilà. Je t'invite à prendre ton article et à le mettre sur ton blog, comme ça, nous pourrons ensuite le mettre plus facilement sur le site du monde.fr. Aussi vite que tu peux. D'accord ? Très bien. Merci beaucoup, Sabrina. À très vite. Merci, Martine. À très vite. Alors là, c'est Sandrine qui va évoquer. Ah oui. Voilà, elle va évoquer. Alors, attends. Donc, c'est Camille. Hein, c'est Camille Lavoie. Ouais, qui nous a envoyé un article. Alors, d'Argentine. est-ce qu'elle est là, Camille? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, Camille. Non, elle n'est pas là. D'accord. Ouais. Donc, elle n'est pas là, donc elle ne va pas entendre nos conseils. Non. Ah, Mais d'accord. c'est pour les internautes. Donc Camille, elle a fait un papier sur une jeune Française qui a choisi de s'installer à Buenos Aires, et depuis 2009, elle a créé une petite entreprise qui s'appelle Buenos Aires Connect. Et donc le concept de cette entreprise, c'est tout simple, hein, c'est de guider les nouveaux arrivants, en l'occurrence pas mal de Français, pour les aider à trouver un logement, les plans,
enfin voilà, tout ce qu'il faut pour quand on débarque dans cette vaste ville qui est Buenos Aires, pour s'y retrouver. Alors son papier, il mériterait quelques petites corrections, notamment parce que il se trouve que la personne dont elle parle, donc c'est Héloïse, elle s'est installée à Buenos Aires, donc un peu sur un coup de cœur, enfin elle était invitée à un mariage là-bas, elle a décidé de rester, mais à un moment donné, elle a fait un espèce d'aller-retour, elle est retournée chez elle, en l'occurrence à Genève où habite sa famille, pour repartir après en Argentine. Je pense que tout ça, il faut l'enlever et ne parler que de son expérience sur place en Argentine et de son entreprise qui finalement a plutôt réussi, puisque maintenant elle a même des employés, un employé à plein temps, 3 collaborateurs à mi-temps. Donc voilà, c'est un papier qui mérite d'être condensé et d'être simplifié, notamment dans le début, autour de l'histoire d'Héloïse. Et puis après, il y a une autre... moi, j'aurais une petite question à lui poser sur ce qu'elle raconte, sur le système pour trouver des appartes à Buenos Aires où les propriétaires, en fait, font tout au black. Et donc, elle, du coup, elle ne peut pas déclarer son activité. Enfin, il y a 2-3 petites choses qu'on ne comprend pas très bien dans le fonctionnement. Je pense qu'elle t'entend, elle doit être elle est là en ligne. Et donc voilà, c'est plutôt dans la première partie du papier qu'il y a des choses à revoir et à condenser. Il y a des petites répétitions qui sont faciles à éviter. Et voilà. Et cette femme, donc elle est partie, elle a monté sa petite entreprise qui va pas trop mal. Mais elle compte bien après partir en Inde pour essayer de faire la même chose en Inde, et elle dit qu'un jour elle reviendra en France, puisque la devise de ses parents, elle l'a fait sienne, et c'est partir pour mieux revenir. Voilà. Alors là, moi, je vais parler d'un article qu'on a reçu de Emilienne Malfato, qui n'est pas visible non plus dans cette vidéoconférence, mais je suis sûre qu'elle nous écoute. Pour la féliciter aussi, comme Florence l'avait fait. Alors, elle évoque un système que je ne connaissais pas et que plusieurs d'entre vous, académiciens, nous ont fait découvrir, c'est le système des permis vacances-travail. Et alors, j'ai découvert qu'il y avait plus de 30 000 jeunes Français qui s'envolaient chaque année. Alors, soit pour le Canada, l'Argentine, l'Australie, la Corée du Sud, le Japon, la Nouvelle-Zélande, grâce à ce système permis vacances-travail, qui est financé évidemment en partie par l'État français. Et là, je me dis que finalement, dans notre dossier partir-rester, les pouvoirs publics français, depuis un certain temps, exportent les jeunes Français. Et oui, exportent les chômeurs, enfin, en tout cas, les invitent à découvrir le monde. Alors ça, c'est cohérent avec la mondialisation, mais assez... c'est favorisé, tu veux dire? Oui, absolument. C'est favorisé. Et donc, tu vois une vision maligne, toi? Ouais, non, je m'interroge. Heureusement, parce que si ces 30 000 jeunes Français étaient restés là, ça aurait encore aggravé les statistiques du chômage. Et heureusement parce que, et c'est pas toi, Florence, qui va nous dire le contraire, ni moi, ni Sandrine, ni François, ni Serge, il faut évidemment, en cette ère de mondialisation, voyager pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, bravo Emilienne, vraiment, ton papier est très bien. Alors, sur le fond, autant que sur la forme, je n'ai rien à dire. Tu mets bien en exergue aussi le fait que, contrairement à la France et au Québec par exemple, on fait davantage confiance aux jeunes, plus qu'en France, et on leur confie plus volontiers des responsabilités. Et là aussi, ça semble être une constante dans tous les papiers que vous nous avez faits. Alors, Emilienne, je suis sûre que tu m'entends. Alors, je t'invite à mettre toi aussi ton article sur ton blog, et de manière à ce qu'on puisse le remonter sur le site. Voilà. Alors, juste un petit point, Martine, sur le papier d'Emilienne.
c'est vrai que ça, d'une part, ça illustre ce qu'on disait sur, en fait, on part pour travailler et pas pour étudier, et que le propre de cette formule, en fait, et qui fait sa réussite auprès des jeunes gens, c'est que théoriquement, quand tu vas travailler à l'étranger, tu as intérêt, ou en tout cas si tu as besoin d'un visa ou d'un statut dans un pays étranger, il faut que tu trouves, j'allais dire, ton travail avant de partir. Voilà. Et le propre du permis vacances-travail, Voilà, c'est que tu peux exactement. trouver ton travail à l'étranger. Voilà. C'est-à-dire que tu pars sans savoir ce que tu vas trouver, et finalement, tu le trouves sur place. Voilà. Donc c'est la porte ouverte aux aventuriers, j'allais dire. Aux Et, gens, oui, et c'est évidemment plus facile de trouver sur place qu'à distance. et bien plus facile, Voilà. et ça explique aussi tous les boulots de facilitateurs j'allais dire Voilà. d'exil, À Buenos Aires, à Buenos Aires, à Londres. Londres, etc. Ouais. C'est-à-dire que les jeunes gens s'en vont et trouvent là-bas des relais qui vont les aiguiller. Absolument. Et ça, on l'a un peu découvert, hein, Florence. On l'a Ouais. découvert, et du coup, ça explique bien ce cheminement-là. Absolument. Alors, le papier suivant, C'est Lorraine. c'est C'est Lorraine? C'est Serge, non? Où est-ce qu'on en Non, est? Lorraine, non, c'est c'est Sandrine. Lorraine, c'est Lorraine. Donc c'est Sandrine. Sandrine. C'est Sandrine. Alors, Et Lorraine, on repasse. je l'ai vue là en bas à gauche. Ah! Bonjour. C'est Lorraine. Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci. Alors Lorraine, ton papier, on en avait parlé la dernière fois. Oui. Donc écoute, moi je trouve le sujet très intéressant parce que là c'est pareil, c'est encore quelque chose où je pense le lecteur et l'internaute va découvrir quelque chose. Donc c'est ces étudiants en médecine français qui, n'ayant pas obtenu la spécialité dont ils rêvaient, se disent bon bah la seule solution pour l'exercer c'est de partir. Et là en l'occurrence c'est des gens qui sont partis en Suisse. Donc Lorraine, il se lit très bien, il y a pas de souci par rapport à ça, mais il y a une toute première chose, c'est qu'il faut toujours se mettre à la place du lecteur et de l'internaute qui ne connaît pas les arcanes du système des études de médecine. Et si tu veux l'image, enfin l'image forte qu'on a des études de médecine, c'est de se dire ce qui est le plus dur, c'est la première année, c'est de passer le concours de la première année. Et là, il ne s'agit pas de ça, puisque c'est des gens qui ont réussi leur première année de médecine. Et c'est à la deuxième grande étape de leur étude, qui est l'examen classement national, que là, ils ont échoué. À leur image, à leurs yeux échoué, mais en tout cas, qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Voilà. Donc, pour que ce soit compréhensible de tout le monde, il faudrait qu'au début du papier, tu dises en une phrase que, parce que si tu veux, tu attaques avec une citation, ça, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, mais la première chose auquel on pense quand on lit, lorsque j'ai vu mon classement, j'ai pleuré, je l'ai vécu comme un échec, 4 ans de travail pour ça, Lucie, 26 ans, émue, hein. On se dit, mais la première chose auquel on pense, on se dit, mais elle a raté médecine, alors que c'est pas ça, elle n'a pas raté médecine. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que tu vois au début des résultats du concours de l'internat de médecine de 2011, il faudrait que là, en une phrase, on puisse dire que après la grande étape du concours de la première année, c'est le deuxième grand temps fort des études de médecine en France, c'est cet épisode-là. Tu vois, qu'on comprenne bien que c'est des gens, ou alors même dans ta citation, peut-être faudrait que tu dises après 4 années de médecine, tu vois, lorsque j'ai vu mon classement, j'ai pleuré, je l'ai vécu comme un échec. 4 ans de médecine pour arriver à ça, Lucie, 26 ans, nanana, où elle a pris connaissance des résultats du concours de l'internat de médecine. Et là, tu rajoutes une phrase pour dire c'est la deuxième grande étape du cursus après le concours de la première année. Hein, ça, c'est pour que qu'on comprenne bien comment ça fonctionne, parce que tout le monde ne sait pas forcément comment ça fonctionne. Alors, ensuite, dans le deuxième paragraphe, l'épreuve qui clôt le second cycle, son classement détermine ses possibilités de choix s'agissant de la faculté comme de la spécialité. Moi, ce que je me demandais, c'est que c'est pareil, est-ce qu'il ne faut pas expliquer, parce qu'en fait, grosso modo, ce classement, il y a des spécialités qui sont extrêmement demandées,
faudrait peut-être que tu en cites quelques-unes. Oui. Anesthésie, radiologie, enfin je sais plus quelles sont. Chirurgie, ouais. Je me rappelle à une époque Chirurgie. c'était celle-là, mais ça a peut-être bougé. Mhm. Et que grosso modo, c'est les meilleurs qui sont les premiers servis. D'accord. Ok. Hein. Donc là, quand tu dis, donne quelques exemples s'agissant de la faculté, tu pourrais peut-être mettre entre parenthèses que c'est, je sais pas, l'Île-de-France et le sud de la France qui sont les plus demandés, et comme de la spécialité, et là mettre entre parenthèses aussi ce qui est le plus demandé. D'accord. Hein, Est-ce et que ça je- irait bien avec le fait qu'après tu dis, ben voilà, c'est la médecine générale, la santé publique, la médecine du travail où Ouais. là il reste de la place parce que c'est les dernières spécialités que les gens demandent, c'est celle-là, quoi. Donc ça, c'était juste dans la première partie pour bien poser, tu vois, en termes de compréhension, le cadre dans lequel on fonctionnement, est. D'accord. Alors après, c'est des petits détails. Alors, tu as à un moment donné également résolu aussi à s'expatrier. Donc là, tu fais un choix entre également aussi. Enfin, c'est un peu Ouais. lourd comme formulation. Donc là, il faut que tu allèges. Pas si facile en effet de partir du jour au lendemain. Pour tout saisir, moi je mettrais pour tout comprendre des choix de Charles et Lucie. Ça irait mieux. Après, j'avais un autre souci, c'est après les hauts et les bas de l'expatriation, on est avec Olivier tout d'un coup là. Oui. Alors, j'ai pas très bien compris en fait. Olivier, 35 ans, tu dis il est webmaster du site psychiatre.org, une base de données consultée, spécialisée en psychiatrie et partie pour. Je comprends pas, je comprends pas là. J'ai pas Ouais. compris qui était ce personnage. L'histoire qu'il est webmaster et aussi spécialiste en psychiatrie. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux l'enlever carrément? Bah, Je crois que je t'avais suggéré. avec ce sur place, il doit faire face. J'ai dû attendre mon permis. Olivier, là, Le reste, moi, j'avais je pense que suggéré de l'enlever. soit tu le condenses, soit tu l'enlèves, mais il y a un truc qui, on sait pas, tu vois, c'est pas immédiat, on comprend pas bien. Mais en fait, Dis-moi, explique-moi. je me suis en fait donc pour Olivier est un ancien interne en médecine qui après s'être expatrié en Suisse a décidé de monter ce site justement pour répondre aux questions de ceux qui voulaient s'expatrier peut-être et Ah ouais, mais ça on ne comprend pas. Hein. On ne d'accord. comprend pas ça. Ouais. Et voilà, j'ai trouvé que c'était aussi bien d'avoir un troisième témoignage parce qu'il avait encore un peu plus d'expérience et voilà. Oui, mais alors à ce moment-là, si tu veux l'introduire, introduis-le en disant que Olivier, il a eu la même histoire que Charles et comment il s'appelle, Et Lucie, et que lui, il a voulu rendre service à ses congénères et qu'il a créé, enfin tu vois. d'accord. Parce que moi, là, j'ai pas compris. D'accord. Donc il faut que tu sois plus clair ou peut-être parce que le papier est quand même un petit peu long. Je l'enlèverai. moi. Voilà, je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'il faille le garder. Après, c'est des détails. Quand tu dis un avis que complète Charles, moi je mettrais tout simplement Charles acquiesce, deux points, je travaille, nanana. Après, il y a une autre question. La rémunération comme motivation. Alors, tu parles de la rémunération. Et alors, bon, bah, ça c'est très français. On parle d'argent, mais on dit jamais combien. Ouais. Combien ils gagnent? Est-ce que tu les as, les salaires ou pas? Oui, je dois les avoir. Je crois que c'était. Parce que quand tu dis elle a triplé son salaire en Suisse, là franchement, en tant que lecteur, tu as envie de savoir d'où on part et où on va. Tu Bien vois, sûr, ça représente quoi. Donc si tu parles de sous, parle de sous et D'accord, je donne dis le combien salaire. il gagne. D'accord. Oui. Ok. Et puis après, il y a un autre problème, c'est que moi, je me suis un peu mélangé les pinceaux dans les années d'études, parce qu'à un moment donné, tu dis, après 8 années de fac, n'est-ce pas le minimum que je pouvais demander? Et après, tu dis, formé pendant 6 ans. Alors, en plus, tu as formé pendant 6 ans pendant la France, donc là, il faut, c'est pareil, former 6 ans en France. Donc ça, c'est avant l'internat, et en fait, les 8 ans, c'est quand il a terminé les études. Ouais, bah, mais après autant d'années en fac, n'est-ce pas le minimum? Parce qu'on se mélange dans le nombre d'années, et c'est pas, tu vois. Ouais. Voilà, et donc fais gaffe après à l'attaque formée pendant, il y a un problème de répétition qu'il faut que tu enlèves. Il y a une petite faute avec s'expatrie, un R en trop, et pourquoi le médecin devrait-il absolument rester en France? Point d'interrogation. Fais une forme interrogative à ta phrase. D'accord. Voilà. Et après, une dernière chose,
c'est le Conseil national de l'ordre des médecins. Voilà. Et une approche statistique n'est dès lors pas possible, plutôt que concevable. Hein. D'accord. C'est la difficulté, vu que pour le moins équitable possible. Alors oui, moi je suis pas persuadée. Je suis pas persuadée. S'il y avait quelque chose à enlever, parce que je trouve que ton sujet est très bien. Il y a plein de choses, mais il est un peu long. Je me demande si il faudrait pas enlever la fin. C'est-à-dire que la fin, tu introduis une nouvelle, un autre sujet qui est le système français de cet examen national classant. Et là, pour moi, c'est, enfin, tu vois, tu ouvres une autre porte et quasiment un autre angle. Et moi, je me demande si tu pourrais pas arrêter ton papier à une approche statistique n'est dès lors pas possible. C'est-à-dire, on termine en disant, voilà, c'est un phénomène qui existe. Tu as des étudiants en médecine en France qui ont été formés en France pendant 4 ou 5 ans et qui n'ont pas leur spécialité, du coup ils s'en vont, ils partent en Suisse. On n'ouvre pas un autre chapitre qui est celui du système français et de l'ENC. Donc arrête ton papier ici et t'enlèves les 2 autres paragraphes et ce sera pile la bonne longueur et ça se lira tout seul. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Voilà. Alors maintenant, c'est Florence qui nous parle un petit peu de Linda Mohamedi et... Ouais, c'est bon parce que comme elle n'est pas là en ligne, on a voilà. Alors en fait, on a choisi pour les papiers qu'on a commandés, ceux qu'on a gardés et ceux qu'on expose ici aujourd'hui. Il y a évidemment une sorte de ce qu'on appelle nous dans notre jargon un petit chemin de fer, c'est-à-dire il y a une pertinence et une volonté d'avoir gardé certains papiers et pas d'autres. Alors celui-là, on l'a gardé parce que la problématique était intéressante et un peu différente de celle des autres. Alors, la raison, c'est qu'il s'agit de jeunes femmes issues de l'immigration qui décident de faire le voyage retour de celui de leurs parents. C'est-à-dire, elles ont grandi à Marseille, elles y sont nées, elles parlent français, leurs copains sont français, mais elles décident d'aller s'installer l'une à Rabat et l'autre à Alger. Et donc, c'est partir, mais pas pour partir n'importe où, j'allais dire au sens où certains des jeunes gens qu'on rencontre à travers ces papiers partent pour des pays un peu à l'aventure, un peu comme ça. Là, elles partent pour retrouver leurs racines, nous explique Linda, qui est la jeune académicienne qui a fait ce papier-là. Donc, en fait, cette problématique nous a intéressés, c'est pour ça qu'on a gardé le papier et qu'on voulait en parler là. Donc, un certain nombre de remarques pour commencer. Alors, la première, c'est que, ça, Linda l'a bien compris, elle dit, ils font le chemin retour de celui de leurs parents. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que c'est évidemment la clé de ce papier-là. Et alors, Linda ne pose aucune question là-dessus. Alors ça, c'est assez... Alors, elle ne m'écoute pas, alors ça fait tout de suite, j'ai l'impression de la descendre en règle. Qu'elle ne le prenne pas comme ça, parce que c'est formidable, sinon on n'aurait pas gardé le papier. Mais donc, c'est la chose qui manque, surtout à ce papier, c'est qu'on sait tous, quand on le lit, que c'est ça qu'on a envie de lire. Alors, que pensent les parents? Surtout que l'une des jeunes femmes dit, ah ben moi, mes parents m'avaient fait faire tel diplôme, parce que pour eux, ça correspondait à la réussite, ça correspondait à avoir une surface sociale en France. Et je prends le chemin de retour et je retourne à Rabat, d'où ils viennent. Mais quel est l'avis qu'en pensent leurs parents? Quel est le regard des parents sur ce chemin retour? On ne l'a pas. Alors ça, c'est vraiment dommage, parce que il manque presque la pierre angulaire du papier. Est-ce que c'est vécu comme un échec? Est-ce que c'est exactement ce que tu dis? Est-ce que c'est vécu comme un échec? Est-ce que c'est vécu au contraire comme un hommage? Ça pourrait l'être. Autour de quoi ça tourne? Et en tout cas, qu'est-ce qu'ils en disent? Et alors, on a le cas de 2 jeunes filles. Alors, ils sont bien choisis, Linda, bravo. C'est qu'il y en a une qui part là-bas, qui part à Rabat. Donc, elle décide d'ouvrir un peu un institut de beauté, d'esthétique, hein, j'ai l'impression. Et en fait, ça marche pas. C'est une déception pour elle. Donc, en fait, elle a cette jolie phrase. Elle dit « Je rêve en français, pas en arabe ». Et donc, elle revient. Et c'est la jeune femme, alors là, on va parler technique, c'est la jeune femme que Linda présente en premier. Donc, elle fait un aller, elle part, elle essaie de monter son institut, elle dit bah, c'est pas mon pays, je me suis trompée, j'y allais en vacances et ça ressemble pas à mon pays des vacances. Et maintenant que j'y vis, c'est plus pareil et chez moi, c'est la France. Donc, d'une certaine manière, c'est l'inverse du trajet de tous les autres. Elle se découvre française, j'allais dire, au Maroc. Et donc, elle revient en France. Et on en a une seconde qui est Sabrina, qui, elle, part en Algérie. Alors, on viendra sur son parcours plus précisément tout à l'heure. Mais elle ne sait pas encore si ça va marcher. Alors, par
par intérêt, par construction d'un papier, il vaut toujours mieux commencer par celle sur laquelle plane un doute sur la réussite du projet, c'est-à-dire commencer par Sabrina, plutôt que de faire une histoire qui est pliée, qui est un échec, puis dire bah, je vais vous en parler d'une autre, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Donc voilà, je pense que pour sous-tendre le récit et comme construction purement technique, il aurait mieux valu commencer par Sabrina que par Nacera. Alors le cas de Sabrina est un peu différent de celui de Nacera. C'est elle dit voilà, elle a elle dit voilà, j'ai vu le film Africa Paradis de Sylvestre Amoussou qui décrit une France qui sombre dans la misère face à une Afrique unie en développement où tout reste à faire. Ce film a été un vrai choc pour moi. Je me suis dit pourquoi pas moi. Et alors donc ça c'est assez bien. En général, quand on a une phrase comme ça intéressante qui est une accroche, on la met au début, ce que n'a pas fait Linda. Mais enfin tout ça c'est de la technique. Et l'autre chose, c'est que Sabrina aussi souhaite vivre, dit-elle, en accord avec sa religion, c'est-à-dire qu'ici, elle porte le voile en France. Elle dit « Je n'ai pas de travail malgré ma licence en droit, alors avec un voile, je n'en trouverai pas ». Et donc, c'est aussi une des raisons de son départ. Et alors là aussi, pour elle aussi, on peut se dire c'est dommage qu'on ne sache pas quel est le regard de ses parents là-dessus, parce que ça peut être assez différent. Donc voilà. La dernière chose que je voulais dire sur ce papier, c'est pourquoi on l'a gardé aussi, c'est-à-dire qu'on a voulu aussi montrer ce que c'est partir, revenir des cas très différents, donc des gens qui partent pour le boulot, des gens qui partent à l'aventure, plus comme le guerrier dont parlait Pierre Coffin dans son papier sur la Thaïlande. C'est que là, alors souvent, le départ et le séjour à l'étranger, c'est une respiration. Tous les portraits convergent vers ça. Ici, au moins, on respire. C'est pas comme en France. En France, on peut, rien n'est ouvert, tout est fermé, on n'a pas d'espoir, etc. Et là, c'est un des seuls papiers qui décrit d'abord l'échec. Donc, je suis partie, j'ai essayé de partir, mais je reviens. Et c'est assez intéressant de voir qu'on avait commandé plusieurs papiers on ne voulait pas montrer le départ comme une réussite forcément. Donc certains sont partis, notamment un de nos académiciens, bonjour Guillaume, qui était parti à Londres et qui s'était planté, et donc qui est revenu à Paris. Et on voulait montrer ça aussi, on voulait montrer le revers de la médaille, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on part qu'on réussit forcément. Donc le papier de Linda, il montre un peu ça, et alors de façon assez marrante, c'est pas le terme, mais en tout cas, tous les papiers qu'on avait commandés sur le retour, sur l'échec, n'ont pas abouti. C'est-à-dire que très peu de gens ont voulu, très peu de jeunes gens qui sont partis, ont voulu parler de l'échec. Tous ceux qui ont voulu parler sont ceux qui ont voulu parler de la réussite. Donc c'est aussi à bien garder dans la tête quand on voit tout ça. On a l'impression que partir, c'est forcément l'Eldorado. Donc attention, simplement les papiers n'ont pas abouti quand on a voulu parler d'échec. Donc celui-là, c'est un de ceux qui en parle. Sauf celui de Pierre avec son français en Thaïlande. Oui, aussi un peu. Il y a un petit côté. C'est pas vraiment le paradis. Donc là, il y avait ça. Et c'est aussi un des papiers, j'allais dire, un peu triste. C'est-à-dire que face à l'enthousiasme et l'élan de certains autres papiers, là, une des jeunes femmes qu'interviewe Linda dit « J'ai vraiment l'impression d'être apatride. En France, je suis une émigrée ou fille d'émigrés, et en Algérie, pareil. C'est très dur à vivre. Je n'arrive pas à me projeter dans le futur, envisager sereinement l'avenir. Vivre en Algérie n'est encore qu'un projet que je dois mûrir, mais ayant déjà effectué un stage de 6 mois, je sais que c'est là-bas que je veux poser mes valises. Pour être une étrangère, autant l'être dans le pays de mes aïeux. » Donc, on a là, voilà. Donc, on a gardé ce papier un peu pour ça, parce que voilà, il donnait une autre coloration, une autre tonalité à tout ce dossier, et on voulait la garder aussi. Donc merci Linda, tu as vraiment bien travaillé. Je pense qu'il y avait des choses à ajuster dans le papier. Je suis en train de le faire. Tu es en train de le faire? Ouais. Elle ne peut pas s'arrêter de bosser, c'en est gênant. C'en est gênant pour nous tous. Donc voilà. Et donc c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart des papiers se répondent, hein, les papiers que vous avez faits entre vous. Et c'est vrai que dans le papier de Sabrina Warour à Londres, la première jeune femme qu'elle interviewe dit « Eh ben moi, justement, j'étais presque rien. J'étais une Française deuxième génération. En France, personne ne me calculait. Elle parle bien mieux que je ne le fais ici. » Et elle dit, alors je la cite précisément, en France, j'avais l'étiquette deuxième génération, donc ce que parlent les jeunes filles dans l'article de Sabrina, issue de la banlieue, alors que ce n'est pas le cas ici à Londres.
Ici, l'étiquette jeune française est valorisée, j'apparais comme une débrouillarde. Donc on a deux cas à peu près les mêmes, deux filles qui partent dans un endroit différent, et l'une décolle l'étiquette et l'autre la recolle encore plus fort. Donc voilà. Donc ça nous semblait intéressant de voir autour d'une même expérience des choses différentes. C'est-à-dire, vous l'avez compris, on ne fait pas un dossier pour dire partir c'est super, mais pour montrer la complexité des choses. À qui je passe le micro? À toi, à Serge. Il était silencieux. Oui, c'est ça. Il me fait aussi l'ordinateur. Attends, je vais lui mettre le papier. Alors. C'est donc le papier d'Emma Paoli. Emma, tu es là? Oui, Ouais. bonjour. Bonjour Emma. Donc on va faire ce qu'on a déjà fait ensemble à propos de ton dernier papier publié qui était celui sur les salaires, les loyers des prostituées à Genève. Ouais. Hein, dont le titre sublime a été trouvé par Florence. Merci. Alors, donc là on parle de l'école belge de la Cambre, bastion des étudiants français. Alors moi j'ai fait l'exercice par rapport aux autres éditeur de ce bouclage en direct. Moi, j'ai fait l'exercice beaucoup plus. Donc, j'ai découvert le papier il y a tout à l'heure et on le lit ensemble et on le corrige en direct. D'accord. Voilà. Comme on l'avait fait d'ailleurs sur ton papier sur les prostituées à Genève. Ok. Donc, super. Je l'ai à l'écran. Tu l'as aussi? Ouais, je l'ai. Ok. Alors. Donc c'est quelqu'un qui va à Bruxelles, qui est prise dans un travail et du coup il signe pour un appart quelques jours après. S'enthousiasme le jeune homme au visage angélique. Oui. Alors, je pense que c'est pas une description suffisante, un jeune homme au visage angélique. Moi je supprimerais parce que c'est intéressant, mais en même temps il faudrait que cet angélisme il signifie d'autres choses. Donc je mettrais juste s'enthousiasme jeune homme. Ok. Sans visage angélique. D'accord. Après, on parle du prix, du loyer qu'il a trouvé, etc. Et donc, ce jeune homme s'inscrit en reliure à la Cambre, qui est cette école spécifique en Belgique. Ouais. Reconverti en École nationale supérieure des arts visuels en 1927. Pour une conversion qui a lieu en 1927, on dirait pas reconverti aujourd'hui. On dirait plutôt transformé ou tu vois, ça va transformer. Ouais, très bien. Donc transformé, et c'est donc l'abbaye bruxelloise. Ouais, c'est ça. Transformé en 27, abrite 700 jeunes, dont 54% de Français. Je pense que là, le pourcentage n'est pas très pertinent. Il vaut mieux dire 700 jeunes, dont plus la moitié de Français. D'accord. Hein, ça te va? Je change en direct. Mais change avec une main. Plus de la moitié sont français. Je suis l'heureux propriétaire d'un micro à main. Non mais j'écris Serge. Hein. Enfin, si tu veux, je l'ai devant moi, donc je peux le retaper. Alors je te laisse faire, d'accord. Ouais. Tu sais comment j'ai une sorte de manie du contrôle, mais je vais te laisser faire. Et après, tu enlèveras les gras et les soulignés que j'ai mis pour les repères dans le texte, avant de mettre sur ton blog. D'accord. Donc là, c'est très bien. Et ensuite, alors, le paragraphe suivant, tu évoques s'installer à Bruxelles, c'était plus simple que de partir à Marseille ou à Toulouse. On est seulement à 1h30 de Paris, ce qui me permet d'entrer facilement chez moi. C'est un petit peu redondant. Si on est seulement à 1h30 de Paris, on comprend que c'est facile de rentrer chez elle. Donc tu peux enlever donc ce qui me permet. Voilà. Et ensuite, donc c'est ajoute Camille. C'est fait, mais moi je l'ai pas sur mon écran que c'est fait. Ah mais parce que j'ai pas je le fais sur un Word. Mais non, là t'es pas dans le. Je le fais sur le Google Doc. Bah oui, il faut que je vois ce que tu fais. Pardon, excuse-moi. Il faut que je vois ce que tu fais. Alors attends, je me mets dessus, mais les 2 secondes. Serge est attaché au Google. Non, mais c'est ça qui me permet aussi de voir de discuter. Tu vois, attends, je me remets dans le doc de Martine. 2 secondes. Ouais, voilà. Donc je suis dessus. Pause. Alors, s'enthousiasme le jeune homme, ok. Transformé, plus de la moitié. Donc plus les moitiés sont français, non? Ouais. Donc plus les moitiés sont français, non? Très bien, parfait. Voilà, j'y suis. Voilà. J'enlève ce qui me permet. Voilà. Voilà. Ajoute Camille, étudiante parisienne. Alors, étudiante, on le sait, puisque tu parles que d'étudiants, donc tu peux peut-être l'enlever. D'accord.
Et ensuite, tu la qualifies, cette étudiante parisienne, tu dis, dont la beauté surannée évoque de vieilles peintures hollandaises. On a déjà parlé de ça la dernière fois. À la conférence de rédaction, on l'avait déjà dit. Je suis pas certain, si tu veux, qualifier de quelqu'un de beauté surannée, il faudrait donner des détails, il faudrait parler de son teint, il faudrait parler, je sais pas, de ses yeux, etc. Enfin, je pense que c'est trop vague. C'est à la fois trop vague et trop précis. Donc tu l'as vu où, cette fille? Je l'ai vue à la Cambre, donc quand j'ai fait mon reportage Alors, sur place. Là, l'idée, c'est que tu vas faire un lien avec le paragraphe suivant. C'est très bien, j'aime beaucoup les liens entre les paragraphes, en disant que la classe de Félix et Camille dégage d'ailleurs une atmosphère très 19e. Oui. Sauf que bon, les vieilles peintures hollandaises, elles sont antérieures au 19e, mais c'est pas grave. Donc, peut-être tu pourrais dire, te souvenir de l'atmosphère dans laquelle tu as vu Camille, et qualifier cette atmosphère avec l'éclairage, je sais pas, quelque chose qui donne à la scène de cette rencontre. La scène évoque une vieille peinture hollandaise, tu vois ce que je veux dire? Plus que juste son visage et sa beauté. Cela dit, c'est alléchant, mais je veux dire... Hein? Bien sûr. Voilà. Voilà. Ben, il faut que ce soit efficace, quoi. Si tu décris quelqu'un dans des papiers courts comme ça, dans des papiers, tu vois, où tu as pas on va pas rentrer dans sa vie, on va pas, qui elle est, j'allais dire, dans un papier comme ça, on n'a pas le temps de s'attacher aux gens. Donc, une description, elle doit être en situation ou presque efficace, tu vois. C'est-à-dire que tu mets ce qu'on a besoin de savoir sur le papier. Elle est, tu vois quelque chose qui va dans le flow, dans le fil de ton papier. D'accord. Juste pour dire elle est jolie ou il est angélique, etc. Tu ouvres des portes dans lesquelles on va pas rentrer, tu vois. Oui, tout à fait. Non, mais je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Je comprends très bien. Bon, je te repasse Serge. Hein. D'accord. Cela dit, il y a un truc intéressant là-dedans, c'est cette ambiance un peu ancienne qui correspond au fonds de commerce de cette école qui fait de la reliure à l'ancienne. Donc, tu peux mettre par exemple, ajoute Camille, une parisienne, point, et tu mets, elle parle dans une grande salle, je sais pas quoi, enfin, tu décris la salle, la lumière je sais pas, et les voûtes ou je sais pas quoi donnent à la scène un air de vieille peinture hollandaise. Tu vois, comme ça, on fait le lien avec ce passé qui est aussi le fonds de commerce de cette école. C'est bon, tu l'as fait? Hollandaise, point. Ok, puis tu vires le reste. Ok, la classe de Camille dégage, maintenant ça va bien. 4 français, 2 coréens. J'ai pas de problème avec le paragraphe suivant. Ici, pas de PC ni de Mac, mais de nobles matériaux, du bois brut. Donc on est effectivement dans cette chose traditionnelle. Ouais. Paragraphe suivant. En Flandre, j'aurais probablement eu le sentiment d'être en territoire étranger, mais pas ici. Les Wallons se calquent vraiment sur notre mode de vie. Je virerais la Flandre. Je dirais juste, le propos, c'est vraiment les Wallons. Donc, d'accord. Mais alors, je vire toute la phrase du coup. Non, tu commences à les Wallons se calquent vraiment sur notre mode de vie. D'accord. Oui, donc j'enlève ça. Voilà. Bah, tu rajoutes le guillemet. Ouais, voilà. Ils lisent nos quotidiens, etc. Ajoute Jessica. Alors, ensuite, dans l'esprit d'un Bruxellois, réussir sa carrière signifie s'installer à Paris. S'agace de son côté Félix. Félix, c'est qui? On l'a déjà Félix, vu, c'est celui du début qui s'est trouvé un appart en quelques jours. Alors, d'accord, oui. Il est loin de nous, hein, on l'a un peu oublié. Mais tu veux que je reprécise qui il est, ou le Félix le Nancéen, par exemple? Félix, voilà, le Nancéen, très bien. Ok. Et là, tu dis les loyers de la capitale le révoltent. Donc déjà, il y aurait un pluriel à révolte, le révolte ENT, mais il faut bien préciser que c'est la capitale française. Oui.
Mais bon, attends, peut-être qu'on va changer plus que ça, parce que ils disent c'est cher si tu décides de vivre au cœur de la ville, donc il s'agit du cœur de Paris, tu peux prendre un crédit tellement c'est raide. Moi, je pense que tu peux virer ça, c'est un peu hors sujet en fait. D'accord, ok. Moi, je mettrais Sagaz de son côté, Félix le Nocéen, révolté par les loyers de la capitale française. D'accord. Comme ça, tu règles le problème, puis tu réponds sur le paragraphe. Ouais. Ok. On est tous d'accord? Ici au central. Voilà, mais pour pas répéter Paris à la ligne d'avant, tu peux mettre les capitales françaises. Ouais, voilà. Okay. Ouais. Un constat que reprend. Alors, un constat, je suis pas sûr que c'est ce constat-là que reprend Jean-Luc Metten. Ouais. Ouais. Non, vas-y, parce je que t'écoute. lui, il dit Parisien tête de chien. Donc, c'est un quote intéressant, enfin une citation intéressante. Parigo tête de cou. Parigo tête de cou. Non, ce que tu. Alors, il faudrait mieux dire Jean-Luc Metten, directeur adjoint de la Cambre, a des réflexions parallèles. Point. Un truc comme ça. Ok. À celle qu'on a vue. Parce que c'est pas exactement la même chose. Là, il parlait que des loyers. J'entends souvent mes étudiants marseillais ou toulousains ou grenoblois dire Parisien tête de chien, ils préfèrent étudier ici qu'à Paris. C'est comme le conflit, rigole, ok, ça va. Alors, Jean-Luc Metten affirme d'ailleurs que 80% de ces étudiants étrangers s'installent définitivement en Belgique. Je mettrais s'installent en Belgique après leurs études. D'accord. Après leur diplôme, il ne faut pas répéter étudiant. Études, étudiant. Après leur diplôme singulier. Ouais. Alors là, et tout d'un coup, tu nous amènes une contradiction et je pense qu'il faut trouver une solution à ça. Pourtant, les apprentis relieurs pensent déjà au retour. Certains pour y exporter leurs compétences, comme Félix, d'autres pour un soleil plus clément. Ouais. Tu mets chute en point d'interrogation. Non, ça c'est pas moi ça. Donc, je pense que c'est Florence, ouais. Alors, il faut trouver une chute et celle-ci c'est pas la bonne parce que lui il est précis en disant 80% et toi tu dis les apprentis relieurs pensent au retour. Oui. Parce que ça, ce qui contredit le propos du mec. Donc, parce que ça dépend des formations, tu vois. Il y en a où, par exemple, je sais pas, la formation stylisme, il y en a peut-être beaucoup qui restent en Belgique, et puis effectivement, reliure, c'est pas tellement le cas, quoi. Ah bah oui, mais il faut préciser. Alors, moi, il faudrait trouver une chute ici, et je sais pas si vous en avez eu une idée de chute là, pour vous. Le dernier truc solide qu'on a, c'est 80% des étudiants étrangers s'installent en Belgique après leur diplôme. Ouais, je suis très là-dessus aussi. Point, c'est tout? Ouais. Absolument. C'est une sacrée chute. Enfin, que de s'installer en Belgique. Non, c'était une blague, Voilà. Bon. On est bon, tu le mets sur ton blog? Ouais. Et on y va. Tout de suite. Ça marche. En tout cas, Emma, juste deux trucs. Tu te souviens la dernière fois pendant l'autre conférence, conférence de rédaction, c'est vrai qu'on avait, on s'était dit, est-ce que ça reste dans le sujet finalement, est-ce que c'est vraiment ça? Là, t'as vraiment retourné le truc. Enfin, bravo, t'as bien changé le cap du papier et en fait, il s'inscrit tout à fait dans la thématique. Exactement, alors que c'était pas du tout le cas dans la première version où tu parlais d'école de reliure, où c'était très sympathique, mais enfin, le but n'était pas de raconter la reliure. Donc là, tu as vraiment, si tu veux, anglais le truc, et c'est vrai que sur la même chose, sur une école de reliure, on peut raconter des tas de choses différentes. Et là, en tenant cet angle-là, c'est vraiment c'est un bel exercice que tu as fait. En tout cas, vraiment, bravo. Bon, bah merci beaucoup. Moi, toujours prosaïque, tu as des photos? Oui, je les ai envoyées à... Oui. D'accord. Donc l'article est en ligne avec photos dans 5 minutes. Elles sont les photos? Passe-nous donc Est-ce que tu peux nous passer l'ordinateur, s'il te plaît? À plus. Au revoir, Emma. Et encore bravo, effectivement, c'est vrai, j'en suis témoin. Tu as bien recentré ton papier. C'est une discussion, alors. Ciao. Alors, je me souviens, j'étais hyper sceptique. C'est Clémence.
C'est Clémence maintenant. Clémence Pasty. Avis à tous de publier sur leur blog. Ah oui. Mais après, Oui, alors, après, le effectivement, par exemple, Marc Bettinelli, je suis sûre qu'il est en ligne, qui nous a fait un très très beau papier à l'issue de son reportage en Iran, parce que pour les internautes qui nous écoutent, ou pour les futurs candidats au monde académique, puisqu'on va ouvrir de nouveau une période de candidature en juin pour la deuxième promotion. Donc, Marc Bettinelli est allé en reportage en Iran pour nous. Et il nous a fait un très beau papier où il n'y a plus rien à dire, ni au niveau du fond, ni au niveau de la forme. Alors, Marc, vas-y, tu peux mettre ce papier sur ton blog. De même que Guillaume Elmassian, justement, s'il est en ligne. Alors, lui est en reportage actuellement en Géorgie. Ouais. Il a quitté la France avant-hier, je crois. Il est en reportage en Géorgie. Donc, Guillaume, si tu nous écoutes et si tu as une liaison, vas-y, tu peux procéder et mettre ton papier sur ton blog. Je suis sûre que Pierre Coffin a aussi tout corrigé et qu'il est en train de le mettre sur le blog. Hein, Pierre? Alors, je ne sais pas si on peut revenir par le miracle de la technologie. Aline, non, il l'a pas mis. Non, Pierre, réveille-toi. Pierre, non, là, on est dans les conditions professionnelles les plus pointues. Il faut que tu te presses. Voilà. Alors donc maintenant, Clémence, et c'est François, Oui. le maître éditeur. Bonjour Clémence. Nous avons bien reçu ta photo. Tu as eu du mal à l'envoyer. Enfin. Mais Aline l'a intégrée dans le système et elle est très belle en plus. Alors, une photo qui illustre, et je laisse la expliquer. Alors, Clémence, bonjour. Déjà, bravo parce que je t'avais beaucoup poussé pour que tu puisses écrire et c'était difficile et maintenant tu y arrives. Ça marche mieux. Ça marche mieux, ouais. D'un point de vue général, alors ce qu'on se disait avec Florence avant le début de la conférence de rédaction, c'est que l'angle est assez intéressant parce qu'en fait, il va un peu dans le sens contraire de ce qu'on dit, c'est-à-dire que la plupart des jeunes là, qui se mettent aux langues asiatiques n'ont aucune envie de partir de France en fin de compte. Enfin, c'est en tout cas ce que tu as l'air d'avoir découvert dans les endroits où tu es allé. Juste, alors, c'est vraiment des points de détail. Attends, je vais juste regarder. Je t'ai corrigé certaines fautes. C'est pas Gangnam Style, c'est Gangnam Style. Tu devrais savoir. Tu as affaire à un spécialiste. Et donc, il faut vérifier. C'est vrai le truc là. Ouais, c'est pour ça qu'on t'a passé le papier à toi. C'est un jeune, il va y arriver. Mais... Sinon, sur l'utilisation par exemple, l'UFR. Moi, j'ai complètement oublié ce que c'était un UFR. Une unité de formation et de recherche. Voilà. Voilà. Heureusement que vous êtes là parce que pour le coup, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais tu mieux mettre une fac. Unité. Ouais, ou la fac, ou l'université, tu vois. C'est quoi la phrase? Parce que l'UFR, ça fait un peu... tu vois, l'université se voit même obligée, ou la section, quelque chose comme ça, en fait. Bah non, à ce moment-là, tu mets la faculté, la fac, faculté, tu vois. ouais. Parce que l'UFR, c'est voilà. C'est vraiment obligé. Et du coup... Voilà. Donc je vois, c'est vous qui faites les modifications, ouais, c'est ça? Ouais. C'est extraordinaire, hein, tu vois. Au fur et à mesure que le temps passe. Enfin bon, je vais reprendre la souris parce que là, franchement, je suis. Voilà, obligé. Alors, sinon, c'est juste un détail. Tu sais, tu mets l'avenir des études de langue étrangère se trouve en Asie et l'Asie l'a bien compris. Le gouvernement de Corée du Sud finance le tout nouveau diplôme universitaire de coréen de Bordeaux 3. Là, je mettrai un point ici et j'irai direct sur la Korea Foundation. Tu vois, et d'ailleurs, un institut. Alors là, il faudrait peut-être que tu expliques un peu ce que c'est que cette. C'est eux qui financent en fait ou pas? C'est ça qu'il faut que tu... Oui, c'est eux qui financent. Bah, tu mets par l'intermédiaire, tu vois, de la Korea Foundation. Je le mets par l'intermédiaire de la Korea Foundation. Toc, toc, toc. Un institut gouvernemental, un truc comme ça, non? Ça te va, ça? Ok.
un institut gouvernemental qui finance traduction, études et recherches sur la Corée. Du Sud. Ah, du Corée... Sud, j'ai oublié. Ouais, la Corée du Sud. Oui, quand même. C'est rajouté partout et en fait, j'ai une Corée qui m'a échappé. Les partenariats, tu peux mettre avec le Japon sont également nombreux, un truc comme ça, tu vois. Ça te permet de. Alors, la Chine. Alors après, c'est juste sur la Chine reste cependant. C'est bizarre. Faudrait mettre. Tu vois, paradoxalement, parce qu'on a une image de la Chine. En revanche. Bah, pas en revanche, non. Moi, je mettrais paradoxalement, parce qu'on a une image de cette Chine puissante et arrogante qui attire tout le monde. Et là, tu peux le mettre paradoxalement, la Chine reste une filière qui suscite moins d'engouement. C'est marrant parce qu'à l'inverse, il paraît que dans les lycées français, il n'y a jamais eu autant de gamins qui quand c'est souligné en rouge, là, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Engouement. Quand c'est souligné en rouge. Eh ben oui. Ouais, non, mais c'est en fait. Oui. Non, mais. Mais non, c'est le truc qui me bug. T'as des trucs en fait. Non, mais ça dépend. C'est pas Il obligé. me souligne en rouge des mots qui sont. Non, t'inquiète pas. Je vous jure. Ah là là, on te persécute. Je vous jure. La Chine est aussi moins populaire. Alors là, par exemple, sur la citation, tu répètes 2 fois, tu as le soft power, ce machin, et après tu mets Edith Dufourmont, d'ailleurs, cette réponse simple accompagnée d'un sourire, le soft power, bien sûr. Et si tu l'as déjà dit avant, ou alors soit tu remontes la citation, mais là, on patine un peu, je trouve. Oui, sans compter qu'on ne sait pas ce que c'est que le soft power. Ah si, je l'explique. Le soft power ou comment propager en douceur une image positive. Ah, d'accord. Mais pourquoi est-ce que tu mets un point alors? Il faut mettre 2 points ou rien du tout. Ou Soft comment, power, voilà, comme ça. Cette puissance douce, machin, d'accord. Donc ça, je te le ferai après. Ou tu peux le faire tout de suite, s'il te plaît? Comme ça, on va aller plus vite. Ça permet. Alors, par contre, j'ai un doute quand même sur l'enseignante de. Elle est coréenne, l'enseignante de coréen, j'imagine. Oui. Ça me paraît bizarre comme graphie. Ça c'est plutôt du chinois en fait. Donc, est-ce que tu as gardé sa carte ou un truc ou pas? Ou tu as un moyen de vérifier? Je suis sûre. Pour le coup, je suis vraiment sûre que ça s'écrit comme ça. Ouais, alors là, tu es très pointu. Là. Non, mais le camp. Franchement, tu rentres dans le détail. Non, mais le camp. Quel crâneur, quel crâneur. Le camp, comme ça, en Corée, ça paraît bizarre. En Chine, tu vois. Il faut le dire, François est quand même spécialiste du monde asiatique. Oui, combien d'années? Je te crois. Combien? Non. Non, comme Mijat, moi ça me paraît bizarre. Il faut, tout de suite, j'aurais un doute et je te demanderai de vérifier. Mais, oui, enfin, donc c'est ça. Et t'es pas obligé de mettre le lycée Magendie, tu vois, ça fait un peu journal local, quoi. D'accord, mais en fait, c'était pour dire qu'elle enseignait aussi au lycée. Bah, tu mets dans un lycée, tu vois, le lycée Magendie, je suis pas sûr que. D'accord. Ah oui. À part les Bordelais, je sais pas, mais. Ok. Bon, écoute, sinon, moi, j'ai rien d'autre. Florence, toi qui avais semblé intéressée par le papier. Non, c'est vrai que je trouvais le papier intéressant. Parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver des marqueurs dans ce domaine qui part, qui reste, pour quelles raisons, etc. Et c'est vrai que ça, c'en était un, c'est-à-dire de dire de plus en plus de gens apprennent ces langues-là. C'est pas forcément pour partir, en tout cas maintenant. Donc c'était bien d'avoir poussé, entre guillemets, l'enquête jusque-là, parce que pour quelqu'un qui se dit, tiens, de plus en plus de jeunes gens s'inscrivent en japonais, c'est forcément pour partir au Japon. Et ben non. Donc voilà. Ça nous semblait intéressant de dire attention aux marqueurs qu'on utilise. Marqueurs, j'entends au curseur, hein, presque. De voir quels chiffres on utilise, quelles données on utilise, quelles statistiques on utilise et qu'est-ce qu'elles veulent dire. Donc là, c'est pour ça qu'on a gardé ce papier et qu'on a voulu en parler aujourd'hui. C'était pour ça, c'est-à-dire qu'un chiffre ne veut pas toujours dire ce qu'il donne l'impression de vouloir dire. Est-ce que je suis claire? Non, moyen. Mais je m'étais posé la question, est-ce que mon papier avait encore sa place dans ce cahier partir ou rester? Parce que c'est vrai que la moralité, c'est que finalement, bah non, on part pas, mais enfin si. On part dans la tête, disons. Comme dans les autres, pas oui, comme mais à dans la les fois, autres sujets. Là, comme c'est un ensemble entre guillemets assez foisonnant, c'est ce qui permet la mise en ligne. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est que on se dit, c'est la question qu'on s'était posée. Tu te souviens quand on a lancé le sujet, la question qu'on se posait, tu as dit de plus en plus de gens s'inscrivent, donc pour nous de plus en plus de gens partent. Et après vérification, voilà ce que ça veut dire. Et ça c'est intéressant de voir jusqu'à quand on pousse une enquête, qu'est-ce qu'elle donne. Voilà, donc ça c'était c'est la raison pour laquelle on a voulu garder ça.
Et ce qui est très bien dans ton papier, c'est qu'à la fin, tu laisses ouvert cette interrogation. C'est-à-dire que, en général, quand on est journaliste, on est payé, en tout cas, on pense qu'on l'est, pour tout savoir. Ah. Et donc, quand on dit je ne sais pas, là commence la faute lourde. Et très judicieusement, tu termines ton papier en disant bon ben ces gens étudient le coréen, le japonais, mais on ne sait pas trop pourquoi. Écoute, bravo. Ne pas savoir et au contraire, je pense qu'on est souvent trop présomptueux dans la presse. Et tu nous donnes à ta manière une petite leçon et je trouve ça très bien. Bravo. Non, je t'assure, franchement, ça nous a plu. Voilà. Alors c'est toi encore, Florence, avec c'est moi Julie encore. Druel, avec qui devrait être en ligne. Julie qui est à Vienne. Voilà, en Autriche. À Vienne, en Autriche. Oui. Salut. Salut Julie, tu vas bien? C'est Julia. C'est Julia, tout de suite. Pas de soucis. Non, je préfère reprendre au début plutôt. Voilà. Oui, c'est vrai. Si on s'appelle Julia, faut t'appeler Julia. Non, mais c'est un peu facile. Désolée. Moi, c'est Françoise. Non, je rigole. Donc, voilà. Donc, c'est le papier sur Vienne. On en avait longuement parlé la fois d'avant. Et tu te demandais comment trouver des gens, puisque, en fait, la communauté française à Vienne n'est pas très soudée. C'est ce que tu nous racontais. Mm-hmm. Et donc, alors, est-ce que tu as eu du mal à les trouver, ces Français? Comment tu as fait finalement? J'en ai parlé partout autour de moi et finalement, en passant par des amis, d'amis, et surtout par les gens que j'ai rencontrés en fait pour les premières interviews, j'ai réussi à en trouver comme ça. Donc au fil des rencontres. Ouais, au fil des rencontres, tu as fini par dégoter des Français à Vienne. Alors première chose, je vais te dire pour tout le monde, l'attaque ça va pas du tout. L'Autriche tend à ne faire parler que d'elle. Ne tend à ne faire parler d'elle que lorsque ses champions de ski remportent une épreuve où l'extrême droite fait des siennes. Pourtant, en Autriche vivent de 8291 Français. Alors là, c'est interdit de commencer par un gros poncif bien lourd. Là, franchement, ton papier vaut mieux que ça. Ton papier vaut mieux que ça. Pas de contestation. Il a été modifié en fait. Il a été modifié. C'était pire. C'était pire. Martine, dénonce-toi, Martine, s'il te plaît. Oui, non, parce qu'il y avait au moins 3-4 lignes de poncifs. Bon, voilà. Donc, même celle-là, tu vois, l'intérêt de travailler à plusieurs, c'est que souvent la première lectrice n'ose pas aller porter le fer au plus loin. Je l'ai fait exprès. Pour qu'on qu'il en reste explique un petit peu les choses. Voilà. C'est ça. Et donc, mais même souvent entre nous, la première correction est. On se dit non, je ne vais pas faire ça, et la suivante tranche impitoyablement. Je sais cette suivante est plus brutale. Voilà, je sais. Donc, Florence, et la suivante, donc la plus brutale, elle t'enlève tout ça. J'enlève tout ça. Mais parce qu'effectivement, et en fait, voilà. Ce sont des on-dit sur des pays. Et bon, tu vois, nous, on est quand même un organe de presse, justement, qui consacrons énormément de place à tous les pays, y compris l'Autriche. Y compris l'Autriche. Même l'Autriche. Même ce petit pays qui minimise Julia. Et c'est vrai que tout ce qui est le chinois est raffiné mais cruel, l'autrichien mange comme si, enfin on essaye d'éviter à tout prix. Surtout toi tu connais bien, donc tu n'as aucune excuse. Et le chiffre qui est intéressant pour nous là, sont les deux qu'on trouve bien, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui vivent, de Français qui vivent à Vienne a doublé. Hein. Et l'autre chose que tu dis qui est intéressante aussi, c'est le taux de chômage des jeunes, qui est de 26% en France et 4% en Autriche. Donc c'est vrai que là, on est en plein dans le cœur du sujet. Alors après, tu as choisi, tu vois, on a essayé de prendre des papiers avec des constructions différentes sur les mêmes sujets. Donc là, on revient un petit peu à l'aspect technique. Et donc, on a vu Olivia Baron, donc la première qu'on a prise en ligne, qui a traité sous forme d'interview, et c'était assez juste, puisqu'elle n'a pas rencontré la personne. Et c'était une démarche honnête de dire, voilà, je ne fais pas semblant de l'avoir vue. Mais on l'a fait par Skype, donc je restitue ça. Et c'est vrai que ça collait bien avec la personnalité de la fille qui s'exprimait bien, et qui, par sa parole, on s'en rendait bien compte qui elle était. Toi, tu as fait une petite galerie de portraits. Comme tu es à Vienne, tu les as tous rencontrés à Vienne. Oui. Et alors, voilà. Donc là, plusieurs remarques sont à faire de mon point de vue. La première, c'est quand tu fais comme ça des petites galeries de portraits et non pas
un papier disant je vais vous faire un petit panorama ou une petite visite guidée à travers les Français de Vienne, mais que tu choisis de centrer chaque petit paragraphe sur une personne, il faut vraiment s'astreindre à quelque chose. C'est-à-dire que pour chaque personne, pour chacune d'entre elles, chacune ou chacun d'entre elles, il faut trouver un petit angle. C'est-à-dire que là, pour tous, en fait, tu les mets tous un peu sur le même plan. Alors pour tous, tu donnes les études qu'ils ont fait, ils sont là, et puis on se perd un petit peu dans le tarif des loyers, tous un peu la même chose. Tu as fait une petite grille de questions, ce qui est normal quand tu vas les interviewer. Mais quand tu rédiges, il faut que pour chacun, tu trouves un angle différent et un point de vue différent sur eux. Parce que sinon, la lassitude gagne ton lecteur. Et quel que soit l'intérêt des gens que tu as choisis, ça donne un côté un petit peu... Alors, on se parle entre nous, là, hein, ça c'est toujours facile de dire ça. Donc, ne prends pas mal des critiques. Hein, tu n'es pas susceptible, on l'est tous. Tu n'es pas fâché. Tu m'en veux pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Et ça aidera aussi, en anglant les portraits, à leur donner à chacun un petit titre. Parce que c'est pareil, c'est important quand on fait ce genre de papier construit comme ça, de faire des espèces de titrer chacun des... C'est ça. Voilà, Celui-là, je vous en parle. 30 ans, machin. Celui-là, je vous en parle pour telle raison. Je l'ai gardé, je l'ai choisi. C'est-à-dire que c'est toujours un petit peu pareil. Alors, je vais arriver tout de suite à celui. Alors, malheureusement, je vais parler de Maegan, 29 ans, de Maelpestiven à Vienne depuis 8 mois. Voilà, là, tu l'as rencontré. C'est super, c'est quelqu'un qui habite Vienne. Mais pour un lecteur, ça n'a tout simplement aucun intérêt. C'est-à-dire que ce qu'elle raconte, c'est... Voilà. Et ça arrive. Hein, on rencontre pour faire un papier 15 personnes. Et au final, on en garde 4 ou 5. Et on évoque. Donc, vaut mieux que j'enlève celui-là. Celui-là, il faut l'enlever parce que, si tu veux, toutes les thématiques qui sont abordées par les autres, sont mieux abordées. Et voilà, c'est une personne de plus. C'est le dernier. Alors, je l'enlève. Tu l'enlèves, voilà. C'est une personne... Je suis sûre que tu n'oseras pas le faire. Voilà. Tu vas avoir des scrupules. Donc, on est des brutes. Voilà. Donc, les brutes, ici... alors, le palestinien. Non, celui qui vit à Vienne, excuse-moi. Voilà. Donc, j'enlève tout. Tout. Ça n'existe plus. Voilà. Hop. Et donc, en fait, ces relectures de papier, c'est vrai que là, on fait dans le détail, parce que c'est dans ce cadre un peu de formation, enfin en tout cas de formation au sens très large avec vous, mais c'est vrai que quand on est dans un journal, j'allais dire en vrai, que tu aurais envoyé ton papier à quelqu'un au Monde, il le fait tout seul et parfois tu n'as même pas le coup de fil. Le lendemain, tu ouvres le journal, tu dis « Ah, mon papier est tellement merveilleux !» et ma grande copine que j'avais vue pendant 3 heures et qui m'a enlevé, quelle brute, quel méchant, etc. Mais c'est vrai que les journaux, ça marche comme ça. Il y a un côté assez dur et à la fois, tu vas voir, si tu restes dans cette profession, tu vas voir que c'est ça qui va, d'une certaine manière, te plaire aussi. Tu sais, comme dans certaines professions, un cadre sévère, finalement, au bout d'un moment, on y trouve du bon. Et là, dans les journaux, c'est un peu ce cas. Enfin, de mon point de vue, c'est de devoir parler en peu de temps, exposer un sujet en peu de feuillets, et tu vas te rendre compte que c'est pas la longueur qui fait forcément la qualité. Et voilà. Donc tous tes petits portraits, les autres sont bien, mais tu vois, tu les as pas assez centrés et travaillés. Tu as un peu mis in extenso tout ce que tu avais pu rassembler sur chaque personne. Et c'est vrai que c'est une tentation un peu générale. C'est une tentation générale, donc c'est pour ça qu'on a gardé le tien. De tout dire après les sans construire. Sans construire et sans rien oublier. Alors que justement, c'est trop. Le journalisme, c'est l'art du choix. Alors c'est souvent ce que les lecteurs, les auditeurs nous reprochent. Ils vont te dire, mais comment j'ai vu Julia, j'ai bien dit Julia, t'as vu? J'ai vu Julia pendant 3 heures et elle a gardé 2 phrases, quel scandale, etc. Eh ben, quand tu as fait ça, tu as fait ton travail. C'est-à-dire que quand tu vois les gens, tu n'es pas là comme un porte-micro pour tout dire ce qu'ils t'ont raconté. Il faut que tu ordonnes ton propos et là où tu peux être jugé, c'est de le faire honnêtement et de t'être présenté en disant voilà, je fais un travail sur pourquoi les jeunes gens quittent la France, mais tu t'intéresses un petit peu au contexte, mais tu ne vas pas tout garder. Et si tu as peur d'être mal à l'aise avec tes interlocuteurs, tu leur dis voilà, on va parler longtemps, c'est un sujet comme ça, mais vous savez, la règle du jeu, c'est que je garde pas tout, et ne soyez pas déçus si vous ne voyez à l'arrivée que quelques phrases de ce que vous avez dit. Mon boulot de journaliste, c'est un boulot de choix.
Hein. Nous, on n'est pas là, on n'est pas des porte-micros, on n'est pas qui prenons un extinso. Alors donc Bastien, ce qui est assez sympathique, donc c'est le premier dont tu parles, 30 ans, venu à Vienne depuis 3 ans. Ce qui est assez sympathique, c'est qu'il raconte, alors c'est pas mal la façon dont tu as fait de le laisser parler à sa façon. Donc il dit, j'avais surtout envie de me casser de Paris, j'avais lu certaines études qui depuis 4 ans désignent Vienne comme la ville la plus confortable au monde. Alors là, tu mets entre parenthèses l'étude du cabinet Conseil Mercer. Le prix du loyer était attractif, c'est une ville verte, il y a du boulot, tout le contraire de Paris, avec le pouvoir d'achat. Et donc, c'est assez marrant ce type qui choisit une ville sur le rapport. Donc, voilà. Et donc, ce petit personnage-là, personnage au sens propre du terme, hein, tu le reconstruis autour de ça. C'est-à-dire, c'est D'accord. Hein, donc, en commençant par ça. Ouais, est-ce que je peux prendre une phrase justement de chaque interview comme titre, ou alors est-ce qu'il faut que je trouve Il faut que tu prennes en tout cas le même système pour les 5. Enfin, pour les. Parce qu'en fait, ce que j'avais fait au départ, c'était justement de prendre une phrase que j'avais eue dans chaque interview. Donc pour lui, c'était l'histoire de la poule aux œufs d'or, en fait. J'avais gardé, on ne vend pas la poule aux œufs d'or. Oui, c'est un peu bateau. C'est un peu bateau, ouais. Ok. Désolé. J'entends Martine qui proteste à ma droite. Tu la connais. Je dis que c'est bateau. Elle est lâchée, elle est brutale. Donc voilà. Donc lui, je le reconstruirais vraiment là-dessus. Autour de ça, quoi. Voilà. J'ai répondu à des annonces, c'est un peu quelqu'un qui est parti comme ça et dont le portrait tient à la légèreté avec laquelle il prend le séjour. Hein. Il va là, il va peut-être partir ailleurs. Enfin, pour lui, c'est un peu ce qu'on disait au début. C'est quelqu'un. Donc tout le monde me fait signe d'aller plus vite, mais t'inquiète pas, on s'en fiche complètement de ce qu'ils disent. Le numéro 2, on a vite fini. C'est le même système. Anne-Sophie, ce qu'il y a d'intéressant dans ce que tu racontes, c'est quelqu'un qui est venu faire de la traduction et qui se retrouve en fait à la danse de salon. Et alors ça c'est assez sympathique. Et à travers la danse de salon, elle t'explique les différences, la dureté entre la France et l'Autriche. Et donc garde que ça. Je suis venue pour faire de la traduction. Finalement, c'est la danse de salon qui l'a fait rester. Les Autrichiens sont très souples, ils n'hésitent pas à embaucher des étrangers. Je le vois aussi dans le milieu de la danse de salon. Disons qu'en France, c'est un esprit élitiste. Pas ici. Mon cavalier, par exemple, est apprenti dans le bâtiment. Et donc, à travers ça, il te fait comprendre les rigidités de la France et ce qui lui plaît dans la souplesse. Donc, construis-le autour de la danse de salon. Voilà. Et donc, tous vont marcher un petit peu comme ça. Je sens que je lasse mes amis. Oui. Je trouve ça moche de votre part. Nous, on s'entendait bien avec Julia, on avait envie d'en parler un peu plus. Tu sais bien qu'on t'écouterait pendant des heures. D'autant que Julia, la liaison pendant des heures. D'autant que Julia habite Vienne, et donc l'exemple de la jeune qui est partie. Et tu es à la fois acteur et spectatrice de ton sujet. Et en tout cas, bravo, parce que là aussi, on en avait parlé longuement, et le résultat, avec un peu de boulot, va être tout à fait à la hauteur. Donc voilà, vous avez gagné, je rends le micro à Victoria que j'ai. À Serge. Et je le passe, Serge. Je procure un micro sans fil, enfin avec fil, mais sans devoir porter. Vous pouvez me passer l'ordinateur? Bien sûr, Serge. Par contre, parce que c'est ce papier-là qui aura besoin de. Alors, Mathéo, est-ce que tu es en ligne? Oui, je suis là. Bravo, c'est déjà bien. J'arrive. On a tout bon jusqu'à présent. Alors, super. Alors, il faut que je trouve, ton papier ici. Voilà, je l'ai. Alors, c'est un papier dont je me sens personnellement responsable puisque j'avais proposé cette idée-là. Il est connecté à la thématique Rester partir assez marginalement parce qu'au fond, c'est un papier sur le droit du travail en France et en Suisse. Suisse qui est un pays considéré comme libéral, donc où le droit du travail est plutôt en faveur des employeurs, et la France qui est un pays où le droit du travail est en faveur de l'employé. Ce droit du travail en France est accusé par une partie de l'échiquier politique comme étant trop protecteur pour les employés et donc ne favorise pas la croissance et donc favorise la crise et les départs des jeunes à l'étranger. Donc là, on a un exemple assez saisissant, c'est que dans un train entre Genève et Paris, il y a des employés qui se côtoient à
100 mètres l'un de l'autre, ou même pas, qui sont parfois dans le même wagon, et il y en a qui sont en droit suisse, et d'autres qui sont en droit français, et ils échangent sur les deux choses. Donc c'est un papier compliqué à faire, parce que dans le papier, il y a deux personnes qui parlent, qui racontent leur situation. Il y a deux trajets de train, un qui fait Genève-Paris, l'autre qui fait Paris-Genève, et puis il y a des descriptions de paysages, d'endroits, donc il y a beaucoup de choses dans ce papier, et du coup il est très long. Il fait 14 000 signes, si ça vous dit quelque chose. 14 000 signes, c'est presque, c'est beaucoup plus qu'une page du Monde. Une page du Monde, pleine page, avec photo quand même, on est à 10 000 signes. Donc là, 14 000, on est plus grand qu'une pleine page du Monde. Et Mathéo, si tu m'entends, il va falloir qu'on coupe le papier ensemble en direct. Ah, une exécution. Non, mais je pense que ça alors, déjà, le titre. Dans le TGV Paris-Genève, 2 pays, 2 statuts de steward. Je mettrais dans le TGV de Genève 2 stewards. Ah, le titre est pas de moi, je sais pas qui l'a fait en fait. Je crois que c'est Martine. Stewards, 2 pays, 2 statuts. Ah, l'idée. L'idée était là, oui. Comme ça, on comprend la dualité du truc. Alors, 7h42, le coup de sifflet résonne. Au son du départ, les mégots s'écrasent, etc. Donc je mettrais 7h42, le coup de sifflet du départ. Hop, tu me suis? Oui. Point. Ligne par ligne, je vais le faire. Ouais. Non, mais là, il est 19h39, on a un petit peu de temps, donc... On fait presser tout voilà. ça pour que Serge prenne ses ailes. Le mégot s'écrase et les pas se pressent avant de fermer les portes. Le train, il a des portes ou des portières? Portière. Portière. Voilà. Portière. Mathéo, est-ce que tu vois ce qu'on vit tous les jours avec Serge? Oui, oui. Je suis le bourreau des textes, éventuellement. Sophie, la trentaine, foulard réglementaire avec pointe à gauche, c'est très bien. Circule avec adresse. Je ne mettrai pas avec adresse parce que circule habilement, je sais pas quoi, mais habilement. Pardon, c'est un clavier français, moi j'ai l'habitude des claviers suisses. Comment c'est le clavier suisse? Bah oui, c'est différent, bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il n'invente pas? Excusez sa maladresse. Alors, elle pousse un chariot chargé de plateaux et de verseuses pour le petit déjeuner. Je mettrai, elle pousse le chariot du petit déjeuner. Elle pousse le chariot du petit déjeuner, celui des hommes d'affaires et des professionnels qui montent chaque jour à bord du TGV en partance de Genève. Alors d'abord, ils font pas tous les jours eux-mêmes le trajet, donc qui embarquent. Voilà. Non mais sérieusement, Mathéo, c'est vrai qu'il est en train de te l'améliorer considérablement là. Qui embarquent régulièrement. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais. Moi, j'aime bien la concision, justement. Enfin, à bord du TGV. TGV. Non, mais ça, c'est comme l'a dit Mathieu, c'est un exercice et à force d'en faire, dans 4-5 ans, tu seras la concision même. Prouve-le, prouve-le. Première citation du papier. Fais-moi des petits abdos là. Première citation du papier. Je suis ici à cause de la crise, souligne-t-elle d'une voix familière. Moi, je mettrais juste dit-elle parce que si tu veux de la voix familière, ça ne nous parle pas beaucoup. D'accord. Dit-elle. Point. Quand tu as un doute sur déclare-t-elle, affirme-t-elle, souligne-t-elle, etc., observe-t-elle, tu mets toujours dit-elle, c'est le plus simple. Hein. Si tu as un doute, tu mets dit-elle. Tu ne mets pas 6 fois de suite. Vraiment. Non, mais quand même. Ça fait quand même. Alors, je n'ai pas de vocabulaire. Alors, née à Saint-Malo, Sophie y a grandi. Moi, je mettrais simplement Sophie a grandi à Saint-Malo. Ouais, ouais. Où elle a monté un bar-restaurant avec son frère. Voilà. D'accord. Alors. Sophie a monté un bar-restaurant à Saint-Malo. Martine, vos blues. Sophie. On ne peut plus rire. Non. Sophie. L'heure n'est pas encore venue de rire. Nous sommes sérieusement. A grandi à Saint-Malo. Où elle a monté. Ah oui, non, mais je vais le faire. Attends, on va le faire pour toi. Ça ira plus vite. Non. Et j'ai le texte en même temps. Voilà. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Un bar-restaurant avec son frère. Tu l'as pas imprimé. Oui. Alors. Je crois que Florent. Et là, tu as souvent des répétitions dans tes phrases. Par exemple, tu as une partie de l'information qui se trouve dans les citations. Oui.
et tu la répètes, toi, dans les commentaires avant et après la citation. Donc ça, c'est typique de ce que tu peux enlever. Je passe pas l'ordinateur, je vais faire. Non, parce qu'il faut que je le fasse en même temps, sinon je ne peux pas avancer dans le texte. Et tiens, il est là. Ah non, j'ai tous mes repères ici, hein, en gras et tout. Quand j'ai fait quand j'ai fait faillite, en 2009... Ouais, en fait, ça, j'ai repris parce qu'elle le disait comme ça. Ouais, mais j'ai fait faillite, liquidation. D'accord. On était 130 entreprises, tout corps de métier, etc. Beaucoup de restaurants. Très bien. La phrase que j'ai mis en gras, là, je ne pouvais pas rester en Bretagne parce qu'ici, on ne met pas l'argent de côté, on survit. Ici, on ne sait pas où c'est, puisqu'elle est là, elle est dans le train entre Paris et Genève. Oui. Donc, j'enlèverai ça. D'accord. J'enlèverai ça. Et ensuite, on arrive directement sur le fait qu'elle fait ses bagages pour tenter sa chance du côté de la Suisse. Là, il y a un truc qui est utile pour tous les académiciens, c'est que la citation suivante, qui dit « Je connaissais déjà un peu le pays pour y avoir travaillé comme chef de rang au Beau Rivage Palace de Lausanne il y a 10 ans de ça ». C'est une phrase qui n'a pas d'intérêt comme citation. C'est-à-dire qu'il faudrait réserver les citations à des choses qui sont vraiment significatives, qui donnent un point de vue de la personne sur le monde, qui donnent une information avec une phrase qui leur est propre, qui est forte. Des trucs très factuels comme ça, à mon avis, ça ne vaut pas le coup de les mettre en citation, surtout qu'il y a un papier qui est très bavard, entre guillemets, enfin, qui a beaucoup de citations. Donc moi, je mettrais, pour faire tenter sa chance du côté de la Suisse, où elle avait déjà un peu travaillé 10 ans plus tôt. On avait travaillé au Hôtel Beau Rivage. Non, ouais, mais les détails dans ça donne de l'épaisseur, je trouve. 10 ans plus tôt, je vais faire ça, très bien. À l'Hôtel Beau Rivage. Au Beau Rivage Palace de Lausanne. Ouais. Voilà. Ok. Alors, elle s'installe à Nangy, un village à 10 km d'Annemasse dans les montagnes qui bordent Genève. Tu as beaucoup d'infos pour Nangy. Moi, j'enlèverais les montagnes qui bordent Genève. À 10 km d'Annemasse et... Je ne me rends pas compte si le public français connaît Annemasse ou pas du tout. Alors, on va mettre à 10 km d'Annemasse et 15 de Genève. Ah non, à 10 km d'Annemasse, on va pas. Hein? Il faut couper, Serge. Mais en tout cas, c'est pas dans la montagne, en fait, Nangy. Je connais bien Nangy. C'est plutôt des petites collines, quoi. Mais bon. D'accord. Alors, ensuite. Mais c'est vrai que je comprends finalement l'hésitation de Mathéo de plusieurs de ses confrères. Parce qu'on leur demande souvent de répondre au 5W, etc., d'être précis. Et c'est vrai qu'on a de la difficulté à vous expliquer quand, en revanche, il y a trop de détails. Mais là, effectivement, il y en a trop pour l'objectif des choses. D'accord. Ce sont des détails qui n'apportent rien au cœur du sujet. C'est vrai, c'est ce qu'on dit souvent, c'est dans un papier, doser l'accélérateur et le frein. Des fois, il faut aller plus vite et des fois, il faut aller moins vite. Exactement. Et la façon dont le papier fonctionne, c'est quand on a bien dosé les deux. Et là, comme dans le TGV, il faut aller assez vite. Il est fort, on vous bon, donc, tous les matins, elle traverse la frontière pour prendre son service en gare de Cornavin. Enfin, c'est un peu technique. Pour prendre son service à Genève. Ouais, c'est plus simple. C'est pour éviter de faire une répétition qui était juste avant. Ouais. Mais... Bon. Alors, quand elle n'est pas au bar du wagon-restaurant, havre à cheval entre les classes. Attention, le terme havre à cheval entre les classes, c'est très bizarre. Là, il vaut mieux le virer entièrement. On comprend que, si les gens ont l'habitude des trains, ils savent que le wagon-restaurant est entre les deux classes, mais ça vaut pas le coup de mettre havre à cheval, parce que déjà, t'es dans le train, t'as encore un cheval en plus. Ouais, c'est vrai. T'es dans un havre, et puis t'as des classes de chaque côté, C'est un festival. T'es un peu débordé d'infos. Elle assure la distribution de journaux et des repas gratuits pour les clients de première classe. La première, c'est un peu familier, c'est la première classe. Le Genève-Paris circule depuis une vingtaine de minutes. Sitôt la frontière passée, un épais brouillard lumineux dévale les versants des montagnes et s'étale sur des champs gonflés d'une rosée qui scintille. C'est poétique. C'est poétique, c'est très bien. Moi, je trouve très bien parce que ça incarne le papier, quoi. On est dans le train et on voit le paysage, je trouve ça parfait. Là, tu changes de personnage. Donc, c'est là où c'est un papier risqué, mais je trouve assez... Cela dit, je trouve assez réussi ton papier, hein, Mathéo, t'inquiète pas. Paris, gare de Lyon, 8h03. Et ni à la première impression. Alors,
Adem, 32 ans, remplit sa verseuse de café frais. Alors, je ne sais pas si l'influence de Martine sur les mots français, mais moi j'aurais mis simplement thermos. Ouais, alors j'ai vérifié en fait, c'est parce que eux ils utilisent le terme de verseuse tous. Et mais... apparemment, thermos, c'est mieux. Oui, mais à ce moment-là, verseuse, effectivement, mais comme c'est pas un terme connu, il faut le mettre entre guillemets parce que ça peut être un terme local. Pourquoi pas? Le café est frais parce que d'abord on ne le sait pas. Et ensuite. Oui, en fait, ils me l'ont dit, c'est parce que chaque matin, ils doivent acheter eux-mêmes leur café et puis le moudre, et puis enfin, et voilà, et faire du café frais avec. Mais bon, c'est pas forcément utile. Oui, là. Oui. Tu vois, mais... Avant de s'installer à son poste. Je trouve les descriptions aussi des personnages assez réussies. Chemise cintrée, fin collier de barbe et coiffure dressée au gel. Il accueille les passagers d'un geste assuré, regard bienveillant, le sarcasme chaleureux à l'encontre de ses clients qui lui retournent un sourire. Sarcasme, c'est un peu difficile ici. L'ironie. L'ironie. D'accord. Ok. Hein, sarcasme, c'est méchant en fait. Ok. L'ironie chaleureuse à l'encontre des clients qui lui retournent un sourire. Mon histoire est un peu différente. C'est le racisme qui m'a amené ici. Alors, je mettrai pas. Mon histoire est un peu différente. Parce que différente de quoi? Différente de Sophie qu'on a vue plus tôt, mais lui, il n'est pas censé le savoir puisque tu l'interroges à Paris et qu'elle était à Genève. Donc je mettais, c'est le racisme qui m'a amené ici, c'est aussi plus fort comme citation. Arrivé à 2 ans et demi de Turquie, alors je mettrais arrivé de Turquie, petit garçon, je sais pas, 2 ans et demi c'est quoi? Oui, petit garçon. C'est pas bébé, mais c'est... Petit garçon. Bambin. Bambin. Petit garçon. Il grandit dans les Vosges, il a grandi dans les Vosges avant que la désindustrialisation ne pousse son père et toute la famille, on peut enlever toute la famille parce qu'on comprend bien que tout le monde bouge avec le père, à partir pour l'Alsace.